Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici en direct de Jérusalem dans les studios de Torah Box. Et ce soir, en compagnie du Rav Peretz. Bonjour Rav. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous le savez, c'est désormais le rendez-vous du dimanche, votre rendez-vous, notre rendez-vous, tous les dimanches à 17h. Vous avez donc rendez-vous ici sur les différents supports que nous utilisons, sur le site de Torah Box bien entendu, pour poser vos questions en direct à notre Rav invité. Alors, vous le savez, nous sommes aujourd'hui à moins de 15 jours avant Pessah, et comme c'est mentionné dans la halakha que les 30 jours qui précèdent Pessah, on se doit tout simplement de poser des questions et d'apprendre toutes les lois qui sont relatives à cette fête, parce qu'elle est extrêmement riche en lois. Et donc c'est la raison pour laquelle on vous a invité ce soir Rav, et on vous invite à vous aussi à poser vos questions en direct en bas de cette vidéo. Nous sommes là, nous les réceptionnons, et le Rav répondra donc à toutes vos questions sur Pessah. Tout ce qui est relatif au ménage, à la cachérisation, au seder, aux différentes halachot de Yom Tov, de Chol HaMoed. On est là avec vous pour répondre. Et donc je vais laisser la parole au Rav Peretz, que vous devez déjà connaître, qui intervient à de très nombreuses reprises sur Torah Box, qui est enseignant au Machon Lev. Et alors il va répondre à nos questions, mais je voudrais déjà dans un premier temps, Rav, si vous pouvez un petit peu nous dire pourquoi autant d'angoisse aujourd'hui sur Pessah. C'est vrai que quand on dit Pessah, les femmes tremblent. On sait que ça nécessite énormément de préparation. Pareil en termes de loi, on doit apprendre toutes les halachot qui sont relatives à cette fête, la cachérisation, etc. Pourquoi autant de bruit? Pourquoi autant d'angoisse? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant d'angoisse? Quelle est la signification de cette fête? Peut-être que les gens sont angoissés parce qu'effectivement ils ont peur de ce qui peut arriver si jamais ils ne respectaient pas cette fête comme il faut. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Bon, déjà, chers auditeurs, téléspectateurs, Shalom Aleichem, la question qu'a posée notre cher ami, elle provient essentiellement d'une déformation un petit peu de la fête de Pessah. Car comme Pessah tombe au mois du printemps, et qu'il y a une notion du nettoyage du printemps, donc il y a eu un petit peu une déformation ou une transformation en considérant que Pessah égale au nettoyage du printemps. Alors bien entendu, il faut d'abord que les choses soient bien claires. Le Pessah n'est pas l'esclavage du nettoyage de la maison. On a suffisamment déjà vu 10 plaies en Égypte, on n'a pas besoin d'en hériter la 11e avec le nettoyage de Pessah. Bien entendu, d'un autre côté, c'est vrai, et ça il ne faut pas oublier, ce qu'a dit le Harizal, que celui qui se protégera pendant Pessah de ne pas consommer, je précise bien, consommer du Hametz, même le moins de petite miette de Hametz, alors il sera béni ou il méritera que pendant l'année entière, il n'aura pas besoin de transgresser, ou il n'arrivera pas, ou il ne sera pas amené à transgresser des interdits de la Torah. Alors c'est un petit peu ce mélange et de l'idée du Harizal et du nettoyage du printemps qui a fait que malheureusement on rentre dans un stress. Il y en a qui commencent Pessah à Hanouka, il y en a encore beaucoup plus normaux qui commencent après Purim, et il y en a qui préfèrent prendre des vacances, aller en Espagne, aller en Israël, que plutôt de s'occuper du nettoyage. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que quand on regarde ce que nos maîtres nous ont enseigné, ce que nous ont demandé de faire, et ce mérite-là de pouvoir rentrer dans Pessah avec toute la famille, c'est un petit peu dommage que ça vient avec du stress, et que ça vient d'une certaine manière quand on n'a plus la force de pouvoir s'asseoir au seder, et surtout, Bléaïnara aux femmes, que Dieu leur donne la bracha, elles font tellement attention à ces problèmes-là du Hametz, que vraiment elles sont hors service le soir de Pessah. Il y a une petite anecdote comme ça qu'on ramène avec le Gaon de Vilna, que sa mère voulait nettoyer les serrures, voulait nettoyer les coins des murs, et que le Gaon de Vilna dit « mais tu n'en as pas besoin ». Et que, bien entendu, sa mère lui a répondu, avec toutes tes coulottes, avec toutes tes permissions, toi, le Gaon de Vilna, on va bientôt manger du Hametz à Pessah. Bon, bien, c'est vrai, c'est une ada, une coutume, c'est une mentalité, c'est une habitude, en vérité, de rentrer dans Pessah et d'avoir tout nettoyé. D'un côté, c'est très bien, de l'autre côté, puisque nous n'avons pas la force, et que nous arrivons, la vie de Pessah, explosée, à ce moment-là, tout cet investissement ne sert à rien. N'oublions pas, bien entendu, que Pessah a été le moment où le peuple juif est né. C'est le moment où Dieu nous a choisis grâce à l'agneau pascal,
mais là nous passe ça en français, mais en anglais on dit Passover, quand Akadosh Baruch Hu est passé au-dessus des maisons des Juifs, et c'est ça qui nous a donné, qui nous a sanctifié, et qui nous a donné la possibilité, Baruch Hashem, de devenir le peuple juif. Bien entendu, ça est arrivé, l'El Seder, cette nuit-là, extraordinaire de toute l'année, où on va transmettre à nos enfants le flambeau de toute la tradition juive. On voit des parents exploser. On voit une mère qui n'a pas la force, des pères qui attendent vite de finir, parce qu'ils sont explosés de tout ce qu'ils ont fait pour la préparation de Pessah. Alors, ça sera un petit peu dommage d'arriver à une telle situation. C'est pour ça qu'on est là au plateau, pour pouvoir répondre à vos questions. Et je fais un petit briefing comme ça, un petit peu rapide, pour vous donner quelques règles générales, pour comprendre qu'est-ce qui est important à faire pendant Pessah, qu'est-ce qui est important à chercher ou nettoyer pendant Pessah, et qu'est-ce qui est encore le plus important pour se préparer à la soirée de Pessah. Alors, premièrement, il faut savoir que toute la question de possession du Hametz, si premièrement on fait ce qu'on appelle le bitoul, donc ça veut dire le fait qu'on a annulé le Hametz qu'on possède à la maison, et que d'une certaine manière, on considère le Hametz comme de la poussière, le fameux bitoul, l'annulation qu'on fait le soir après la vérification du Hametz, et le lendemain avant qu'on brûle le Hametz, eh bien il faut savoir que déjà, Minatora, donc du point de vue thoraïque, on ne transgresse plus aucun interdit. Rien que grâce à ce bitoul-là, à cette annulation, déjà on ne transgresse déjà plus aucun interdit. Donc déjà on peut rester un petit peu plus tranquille et plus calme avec soi-même, que si par hasard on a oublié un petit peu de Hametz d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on ne le consomme pas, même si il est resté à la maison, alors de toute manière, on ne transgresse aucun interdit. Sans le faire, Bekavana, c'est-à-dire sans le faire avec intention. Bien entendu, on ne parle pas de personnes ici qui vont exprès se suffire que du bitoul. Puisqu'il y a en parallèle du bitoul la notion de la bdikat hametz, la vérification du hametz. Car, pourquoi cette vérification du hametz? Nos chachamim, nos maîtres, se sont posé la question suivante. Le hametz, on est confronté à ça pendant toute l'année. Alors, théoriquement, on aurait pu faire le bitoul, et ça nous aurait suffi. Seulement, mais comme toute l'année, on est en contact avec le hametz, on risque qu'un beau matin, réveillé à moitié luné comme ça, et qu'on a un petit creux, et qu'on va ouvrir l'armoire, et que vraiment sans trop réfléchir, on va mettre dans la bouche, et puis voilà, hop, on a mangé du hametz. Et puis voilà, hop, tout le bitoul qu'on a fait, toute l'annulation qu'on a fait est devenue caduque, parce que on a redonné une valeur au hametz. Par conséquent, nos chachamim nous ont imposé ce qu'on appelle la bdikat hametz, la vérification du hametz. Ça veut dire qu'on doit s'arranger pour enlever tout le hametz qu'on a a priori à la maison. Alors donc déjà, venez on déstresse ensemble, on a déjà la force du bitou. Deuxième élément qu'on a aussi, qui nous aide à ne pas transgresser, c'est on fait la vente du hametz. Bon, c'est vrai que dans la vente du hametz, c'est préférable de ne pas vendre du vrai hametz et de s'en débarrasser avant Pessah. Mais néanmoins, le fait qu'on a fait la vente du hametz, ça fait que s'il y a du hametz à la maison et qu'on l'a aussi oublié, d'une manière ou d'une autre, alors il appartient au goy. Et à partir du moment où il appartient au goy, il n'est plus à moi, donc je ne transgresse pas l'interdit de posséder du hametz, et donc je m'en sors aussi, grâce à la vente du hametz, de pouvoir passer un Pessah correct et entièrement kasher, la merde. Maintenant, au niveau du nettoyage, puisqu'on doit faire la bdikat hametz, on a dit que nos chachamim nous ont imposé de faire la bdikat hametz, et qu'on ne va pas se suffire que de la vente et que du bitoul, où on doit faire le nettoyage. Alors, la Mishnah nous le dit, tout endroit qui potentiellement on a l'habitude pendant l'année de y mettre du hametz ou d'y accéder avec du hametz dans les mains, cet endroit-là doit être nettoyé. Tout endroit où normalement le hametz n'est pas censé y arriver là-bas, on n'a pas besoin de le nettoyer. Par exemple, si on prend une armoire, alors on aime bien arranger l'armoire, enlever les couvertures d'hiver, ramener les draps d'été, on aime bien faire ce petit changement, c'est bécédère, ça c'est correct, c'est normal. Mais tout ce qui se trouve à une hauteur plus haute que ma tête, où normalement mes mains n'arrivent pas habituellement là-bas, en tout cas pas pendant que je me trouve dans un repas. Pourquoi avons-nous besoin de faire le nettoyage de printemps là-bas? Pourquoi avons-nous besoin de se casser la tête et d'enlever tout ce qu'il y a dans l'armoire pour nettoyer le hametz, alors que normalement, jamais on y arrive à mettre du hametz là-bas. De même, je suppose que vous n'allez pas tellement vous fatiguer là-bas, mais dans les toilettes, dans la salle de bain,
si on n'a pas de petits-enfants qui risquent de venir avec leur bégalé ou avec leur khamès dans ces endroits-là, il n'y a pas de raison de stresser au niveau ni de la salle de bain, ni des toilettes. Ce qui voudrait dire, donc par résumé, que l'essentiel de la vérification du Hametz, elle est dans les endroits potentiels où je peux avoir accès. Maintenant, c'est quoi le Hametz qui m'intéresse? C'est quoi le Hametz que bien entendu je vais rechercher? Alors de nouveau, on a ce que la Torah nous dit et ce que nos Chachamim nous enseignent, que le Hametz qui est interdit, c'est un Hametz qui est d'un volume d'un kazaït, de 30 grammes. Mais si c'est une miette ici, une miette là-bas, il n'y a aucune raison de venir et de se fatiguer d'aller chercher cette miette, d'autant plus que venir à la manger cette miette pendant Pessah, bon, il y a vraiment un doute, est-ce que vraiment on va venir à manger cette miette? Ce qui sous-entend que normalement, hein, je sais que les femmes ne l'écouteront pas, mais normalement sous le lit, sous les armoires, tout ça c'est très bon pour un nettoyage normal. La peinture aussi. La peinture, alors je n'en parle pas de la peinture. Bon, mais la peinture, c'est une petite folie pour considérer qu'on est quelque chose de nouveau en rentrant. Mais même la peinture qui a nettoyé, a stressé un petit peu le mari et que la femme stresse. Et n'oublions pas que l'essentiel, c'est de venir le Leil HaSeder avec la pêche et la force de pouvoir donner aux enfants une simcha de la transmission. Alors bien entendu, si on prend les rideaux et tout, et le nettoyer et la peinture, tout ça à la veille de Pessah, ça fait que du stress en plus, et qu'en fin de compte, on perd toute l'idée du Leil HaSeder. Maintenant, de nouveau, on veut faire un nettoyage, on veut prendre les rideaux, les nettoyer, on a 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, si on vient de le faire, on peut essayer de le faire. Mais, est-ce que c'est spécifiquement lié à Pessah? Ça, Béchoum Paniba, en fait, d'aucune façon, on peut le lier directement au Pessah. Ce n'est qu'un plus que, Baruch Hashem, nos femmes ont accepté de prendre sur elles. Mais à condition qu'elles ne stressent pas à cause de ça. Donc, pour revenir à ce point-là que j'ai dit, dans le nettoyage de Pessah, qui nous est le plus important, c'est le nettoyage à un niveau où le Hametz, je puis y accéder, je puisse y arriver sans en oubliant que c'est Pessah. Mais si c'est sous le lit, j'ai pas nettoyé tout à fait sous le lit, sous les armoires, bien entendu, c'est superflu, mais c'est bien de le faire, mais c'est superflu, on n'a pas besoin de stresser à cause de ça. De même, certaines mères ont l'habitude de nettoyer les marmites et de commencer à astiquer tous les marmites de la cuisine. Ces marmites, de toute manière, ne sont pas utilisées à Pessah. Alors, à partir du moment où elles ne sont pas utilisées à Pessah, la raison du nettoyage, il devient automatiquement superflu. Ah, il y a des graisses collées. Ah, effectivement, il y a des petits morceaux qui sont toujours, pour moi, que kazaït, moins de 30 grammes, de toute manière, collés. Alors, n'oublions pas qu'on a déjà dit au préalable qu'il y a une vente du Hametz. Et dans la vente du Hametz, normalement, c'est inclus aussi la notion qu'on vend le Hametz qui est collé ou qui est avalé dans les ustensiles. On ne vend pas les ustensiles, on vend que le Hametz qui est collé. Bon, vous comprenez que c'est des miettes de miettes. Alors, au lieu de commencer à stresser et à astiquer et à frotter tous ces marmites, bien entendu, chaval, c'est dommage de perdre nos énergies là-bas, plutôt que de nettoyer les armoires de la cuisine, c'est les choses qui sont les plus fréquentes, nettoyer les vêtements qu'on va utiliser pendant Pessah. Les vêtements qu'on ne va pas utiliser pendant Pessah n'ont pas besoin d'être nettoyés. Les vêtements qu'on va utiliser pendant Pessah, de vérifier les poches, comment on dit ça, les valises, les sacs qui sont potentiellement utilisables pendant Pessah. Alors effectivement, on doit les vérifier qu'on n'a pas oublié un bégalé, un wafel ou un truc là-bas. Ça serait bien de le faire. Mais tout le reste, on peut le laisser pour après Pessah, ou à partir du moment où on ne l'utilise pas, on peut le laisser pour après Pessah. On peut se suffire à passer la main dans ces sacs ou il faut nécessairement passer l'aspirateur, etc. Il suffit de renverser le sac et de voir qu'il ne reste plus de vrai Hametz à l'intérieur de ce sac-là. D'accord? Donc on renverse le sac, on inverse le sac, on le secoue et ça suffit. Rappelez, une petite question. Pourquoi autant de crainte, autant de mobilisation de la part de tous les juifs? Baruch Hashem, c'est super, mais pourquoi autant de crainte de trouver ces petites miettes? Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la sentence? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sentence, il n'y a pas de sentence, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien entendu, il n'y a pas d'interdit, puisqu'on a fait et le bitoul, l'annulation, et on fait normalement l'abdicat tramès, et on fait la vente. Sentence, il n'y en a pas. Et la seule, comme j'ai dit tout à l'heure, est le mélange de le nettoyage de printemps, et en même temps, cette notion que la Harizal a dit, que toute personne qui fera attention de n'importe quoi du Hametz, donc il passera une année sans fauter, et ça, on l'a hérité, Baruch Hashem, de nos mères, de nos grands-mères, on l'a hérité, ce qui fait on cherche le Hametz, on renverse tout pour rester le Hametz. Mais je n'ai aucun problème dans ce nettoyage très profond et très investi. Mais il y a une condition, c'est qu'on rentre le Leil HaSeder
Bessimcha. Et à partir du moment où on rentre la Seder, qui n'est pas Bessimcha, il manque cette joie-là, rentrant la nuit du Seder, alors bien entendu, faisons ce qui a marqué dans la halakha. Et tous ces rajouts-là deviennent, à ce moment-là, superflus. Mais si, Baruch Hashem, on est épaulé, si on a une femme de ménage, si on peut donner le travail aux autres de telle sorte qu'on respire et qu'on rentre dans la fête avec la joie de vivre, alors bon, vous pouvez faire tous ces khumrot, toutes les khumrot à Pessah, elles ne sont pas interdites. Donc pour résumer, là, vous êtes en train de donner un scoop à nos auditeurs, à savoir, il n'y a pas lieu d'aller chercher des miettes comme on va chercher comme des fous tous les jours pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si jamais on a fait tout le nécessaire. Et si jamais on est amené à trouver par la suite un morceau de bégalé, de gâteau ou quoi que ce soit, si on a fait tout le nécessaire, on a déjà eu la vente du chametz, le bitoul, etc. Donc il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter. Donc on relativise, on se calme, on fait ce qu'il faut, on va chercher les gros morceaux avant Pessah. Une fois qu'on est après Pessah, on est quand même cool. Dans les endroits accessibles. Et non pas, voilà, non pas dans les endroits inaccessibles. Donc c'est quand même un grand ridouche. C'est quand même une grande nouveauté. Donc, chers amis, je vous invite à prendre note de ce que vient nous dire le Rav Peretz à l'instant, puisque il n'y a pas tout ce tralala et toute cette angoisse qu'on a l'habitude d'entendre et de savoir le jour de Pessah. Alors, je vous laisse maintenant à vous poser vos questions. On est en direct pour cela. On a plus d'1h15 devant nous pour pouvoir échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir posé ces questions déjà depuis ces derniers jours. On les a réceptionnées ici, on va les poser. Et je vois ici sur le live Orly Mimoun qui nous pose des questions sur le micro-ondes, sur le congélateur. On a une question sur Internet Darim. On a pas mal de questions qui nous parviennent. Invitez vos amis, partagez cet événement. On se retrouve dans quelques instants seulement. Je vais vous laisser avec une courte pause et avec une petite vidéo assez inédite, à savoir le projet d'Arca. Le nouveau projet d'Arca de Torah Box qui vient de sortir. Et accrochez-vous, il est assez rigolo, c'est sur les mères juives. Je vous retrouve dans 5 minutes, le temps de proposer vos questions, le temps de poser vos questions et de partager cet événement. À tout de suite, on est en direct, toutes vos questions, vous aurez toutes les réponses sur Pessah dans les 2 minutes qui suivent. À très vite. Mange cloison présentable, c'est quoi ça? T'es grossi, Yaouli. Vite, il a dit, les boulettes. Alors, vas-y. Ouais, il est beau mon fils, hein? Je sais comme pas là, hein? Ce que j'adore chez les mères juives, c'est la fierté qu'elles ont pour leurs enfants, surtout quand ils réussissent. Alors là, la mère juive, elle a bien changé par rapport à avant. La mère juive, avant. يعطيك الصحة مزروب تربي en espagnol. يعطيك الصحة يعني هاك الشيء غير c'est pas facile pour souligner. أيوا les invités, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les invités? خلاص يا ربي. La mère juive, aujourd'hui. Salut Stevie. Tiens voilà, j'ai acheté la pkaïla chez le traiteur. Tu me ferais chauffer ça pour Shabbat? Mais dis donc, t'as pas rangé la maison? T'as pas fait la vaisselle? Mais qu'est-ce que t'as fait toute la journée? Je comprends pas. Hein? Ok Stevie, je sors avec mes copines. Allez, ciao ciao. Oh mince, j'ai oublié de dire aux enfants de se brosser les dents. Allez hop, j'envoie un WhatsApp. Bon après, t'as plusieurs types de mères juives. Tout d'abord, t'as la mère juive tunisienne. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? C'est combien? C'est 3 ou 4 bouteilles d'huile là dans la recette? La mère juive marocaine. Salut maman, ça y est, je suis rentré. Devine qui j'ai vu dans le bus. Vous tuez? Je me fais ascendant. J'ai failli crever hier, il y avait personne. Elle est morte toute seule. De toute façon, ça va pas tarder. Je le sais, qu'est-ce que je te dis? Vous me laissez comme ça, vous prenez pas de nouvelles de votre mère. Bon vas-y viens, embrasse ton fils. Classe. Va prendre des boulettes dans le frigo. Va. La mère juive algérienne ou ashkénaze. Quand elle est énervée, quand elle est contente, quand elle est très contente. Perso, je sais pas pour vous, moi, ma mère, elle peut pas s'empêcher de parler de moi à n'importe qui. Non mais vraiment n'importe qui. Ça fera 38,90 €. Ah ok, pas de problème. Mais vous êtes mariés, vous? Non parce que mon fils, depuis qu'il s'est marié, j'ai plus de nouvelles. Pas un appel, on dirait j'existe plus pour lui, j'existe plus, j'ai une photo. Pas mignon, hein? Enfin, Mais pourquoi il est marié depuis quand? bah il s'est marié hier. Mais j'ai pas eu un appel, bah voilà. Mais bon, ce qui est bien avec les mères juives, c'est qu'elles sont pas intrusives. Faux. C'est vrai, parce que même quand t'es pas avec elle, elle trouve le moyen d'être avec toi. Je suis déjà très content que vous ayez accepté ma candidature, parce que pour moi, vous êtes une boîte très très compétente. Et pour Écoutez, moi... payez votre portable s'il vous plaît. Donc, non mais c'est... Non, c'est le boulot, j'ai plein de... C'est important de... Ce que je voulais dire par là. Bon déjà, qu'elle soit intrusive avec moi, c'est une chose. Mais qu'elle le soit même avec les gens que je connais, là on passe à un niveau... Dis-moi, Samuel, c'est ça? C'est quoi un bisbois? C'est quoi? C'est marocain, tunisien, algérien? C'est quoi? Algérien. Ça, c'est algérien. C'est pas grave, on t'accepte quand même, hein. Dis-moi, c'est qui tes parents? Je les connais, hein? Et mon fils, d'où tu le connais? Bon bah ça y est là, ça y est, stop. Dis-moi, mon fils, il a quelqu'un en ce moment? Il fréquente quelqu'un? Je sais pas. Dis-moi. Laisse-le tranquille. Le pire pour une mère juive, c'est de laisser son enfant se marier. Je pense que pour elle... Tu vas te marier?
Je pense que pour elle, c'est l'épreuve la plus dure de sa vie. Oui, je sais, je t'ai demandé en mariage, on devrait se voir plus souvent, je sais. Mais là, on pourra pas se voir. Pendant un temps. Indéterminé, je sais pas. Maintenant, tu raccroches. Voilà, je dois te laisser. Bye. Alors, si on devait résumer ce qu'est une mère juive en 2 mots, ça serait la nourriture. Moi, mon fils, moi. Non mais, allez, stop, je pourrais pas manger de toute façon, tout ça là. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Y'en a, ils ont pas de quoi manger! Toi, tu parles comme ça! Hein? En plus de n'avoir honte de rien, elle peut pas s'empêcher de te faire honte. On a 15 heures de boulot à rattraper. Ce qu'on va faire, on va comment... Comment t'aurais fait ça ta maman? J'ai ramené la boisson aussi. Chic pas là. Pourquoi tu viens sur le travail? Arrête. Et t'inquiète pas pour ce blitz là, le patron. Hein? Ça va s'arranger. Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai de... Maintenant. Dans l'ADN d'une mère juive, il y a tout son patrimoine génétique. Mais surtout, de l'inquiétude et de l'anxiété. Mange. J'ai mauvaise mine, qu'est-ce qui se passe? Je peux tout dire à ta mère, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je te connais par cœur, tu sais? Ah, allez, roulez. Attention, une mère juive, elle a peur de personne. Enfin si, elle a peur d'une seule personne. Sa belle-mère. Ah chérie, Oui? je t'ai pas dit, y a ma mère qui passe voir les gosses dans 10 minutes. Non, je te crois pas. Non, c'est une blague, tu me fais une blague. Bah non, je rigole pas, non. Tu me préviens que maintenant? Oh, je m'attendais pas à vous voir. Ah salut maman, ça va? Ah mon fils, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un tremblement de terre ou quoi? C'est quoi ce balagan? Le rabbi de Lubavitch dit, c'est par le mérite des femmes vertueuses de notre génération que le Mashiach viendra, très prochainement. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, partage un max. Partage un maxi mon fils, fais-le pour mon fils. Y'a Wally. Sur Un Insta. pouce en l'air, un like, des smilés, des beaucoup de choses. Parce que mon fils le pauvre, regardez. Miskin, hein? Alors partagez un maximum. Rebonsoir à toutes et à tous pour ce direct live avec le Rav Peretz ce soir pour répondre à toutes vos questions sur Pessah, sa préparation, le jour de Pessah, Chol HaMoed, la Mimouna. On va essayer de tout brasser en un peu plus d'1 heure qui nous reste maintenant. Alors, c'est à vous, comme je vous disais, posez vos questions ici en direct, on est là, on les réceptionne. Alors, la première question de ce soir, Rav, ça va être de Michael Drey. Est-ce qu'on a besoin de faire Atarat Nedarim pour un minag qui aujourd'hui n'a plus de source? Par exemple, mon grand-père à Marmia en Algérie ne mangeait pas de poulet à cause du fait qu'éventuellement on aurait pu trouver du blé dans les entrailles du poulet. Aujourd'hui, je suis marié depuis presque 1 an bientôt, ça va être notre premier Pessah marié, et est-ce que je peux manger simplement du poulet comme cela, ou est-ce qu'on doit faire Atarat Nedarim? Très bien. Le Rav Ovadia Yosef, enfin en tout cas son fils, dans Yalkut Yosef, traite cette question. Au niveau de la Tarat Nedarim, au niveau de ce minag qu'avaient certaines personnes de ne pas manger du poulet à Pessah de peur qu'il y avait une graine à l'intérieur. Et de toute manière, le problème c'est que ces minagim là sont des minagim qui provenaient à cause de raisons logiques. Ce que je peux conseiller, c'est que de tous ces minagim là, puisque maintenant, au Hachem, vous êtes mariés, donc c'est le moment où vous ouvrez une nouvelle vie, dans une nouvelle mode de vie chez vous à la maison, c'est de faire un Atarat Nedarim sur tous ces minagim qu'il y a et reprendre à ce moment-là rien que des minagim avec bli neder, ce que vous voulez. Puisque normalement, Maran, c'est celui que Maran Shulchan Aruch, c'est celui qui impose à nous, les Sfaradim, à la base, d'appliquer la halakha. Donc celui qui veut, et surtout si c'est le jour de son mariage ou après son mariage, de faire une Atarat Nedarim sur tous ces minagim-là, et comme ça, de nouveau, ce qu'il veut prendre sur lui, il le prend, mais il le prend bli neder, et comme ça, il résout le problème. Parfait. Alors, une question de Esther Assaraf. Est-ce qu'on peut cachériser un robot en plastique, celui où on mixe viande et poisson, ou poisson? Alors, bon, normalement, si je suppose que robot en plastique et qu'on utilise viande et poisson, on n'utilise que viande et poisson. On n'utilise pas de choses qui sont chames. Mais, étant donné que potentiellement, c'est possible que il y ait peut-être des épices chametz qu'on a dû utiliser. Alors à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord très très bien nettoyer les pieds du robot, les faire passer à tout ce qui est messir choumanim, ce qui annule toutes les graisses, pour être sûr qu'il ne reste plus rien sur les pieds en question, et verser dessus de l'eau chaude, au cas où, en tournant les pieds ont chauffé, donc on verse dessus de l'eau chaude, et ça sera automatiquement caché. Bien entendu,
Le moteur, bien entendu, aussi le nettoyer, de peur qu'il y a peut-être des petits restes. Mais plus que ça, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Elle pose la question pareil, pour un batteur électrique, j'imagine, c'est la même réponse. Un batteur électrique, c'est pour battre les œufs, si je comprends bien, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison en particulier qu'il y ait du Hametz. Alors, un batteur électrique aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça a été battu aussi avec la farine, alors là, il faudrait le cachériser un petit peu plus. D'accord. On a une question de Orly Mimoun qui nous demande en fait quel est le mode de cachérisation d'un micro-ondes. Le micro-ondes, c'est la grande question de Pessah, et c'est la question en vérité partout. Est-ce qu'un micro-ondes est cachérisable? Pour ça, il y a 3 idées. Il y en a qui disent incachérisable, il y en a qui disent pas besoin de le cachériser, et il y en a qui disent il faut le cachériser. Et par conséquent, on part dans l'idée du milieu, donc il faut le cachériser. Pour cela, de préférence, ne pas utiliser le micro-ondes pendant 24 heures, bien le nettoyer à l'intérieur, sur les fentes, sur les endroits où il y a de la colle, où il y a les petites vis bien nettoyées. Après 24 heures, prendre un verre, mettre de l'eau avec un peu de savon, comme ça donne un goût un peu déformé, le faire bouillir l'eau de telle sorte qu'il y a la vapeur d'eau qui sort dans le micro-ondes, et après utiliser le micro-ondes avec 2 sachets en plastique. Pourquoi 2 sachets en plastique? Avec un premier couvercle qui est avec l'aliment, puis un deuxième, comme ça les vapeurs seront toujours renfermées dans le sachet en plastique. C'est pendant Pessah. Quand on voudra réchauffer quelque chose, on le couvre après, de 2 sachets. En plastique. Là, on est sûr d'aller d'après tout le monde. On résout le problème d'après tout le monde. Alors, on a Sarah 16 qui propose, qui rajoute, est-ce que c'est le cas même si le micro-ondes fait gris? Si le micro-ondes il faut gris, alors à ce moment-là, il faudrait le faire fonctionner en tant que gris. En même temps, après avoir fait l'ébullition, ça c'est pour le micro-ondes lui-même, j'ouvre la ligne de grill. Le grill, je le fais chauffer pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure, c'est le temps qu'on a l'habitude de cuire à l'intérieur, 45 minutes, si c'est le temps qu'on a l'habitude habituellement de cuire, et le micro-ondes, à ce moment-là, grill, sera lui aussi cachérisé. Alors toujours dans le micro-ondes, on a Amiel Zerbib qui demande, est-ce que le four en mode pyrolyse, ça suffit pour cachériser? Le four en mode pyrolyse, bien entendu, ça suffit pour cachériser. Le seul problème, c'est les plateaux. C'est les plateaux où on a l'habitude de mettre du pain dessus, où là-bas il faudrait faire un liboun, donc le chauffer à blanc qui est beaucoup plus dur. Alors là, si vous utilisez, d'abord premièrement c'est mieux d'acheter d'autres plateaux. Si vous utilisez les mêmes plateaux, que même vous avez mis dans le pyrolyse, c'est bien de mettre un papier aluminium et d'utiliser des barquettes en aluminium quand on veut utiliser ces plateaux de l'année de façon générale. Alors est-ce qu'on peut faire un petit rappel des lois de cachérisation? Qu'est-ce qu'on cachérise et comment? Quels sont les différents modes de cachérisation? Très bien. Alors, premièrement, ce qu'on n'a pas besoin de cachériser. Ce qu'on n'a pas besoin de cachériser, c'est tout ce qui est à base de verre, pour nous les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, ce qui est à base de verre est incachérisable et inutilisable pendant Pessah. Il faut utiliser de nouveaux ustensiles en verre quand ces verres-là sont utilisés à chaud, comme le Duralex qu'on met sur le feu. Alors pour les Ashkenazim, il faut utiliser d'autres parce qu'il est incachérisable. Pour les Sfaradim, il suffit uniquement de le rincer, uniquement, et ça suffit. C'est vrai que le Ben Ishra, il dit de tremper ça 3 jours dans l'eau, 24 heures, mais pour Maran, puisqu'on va que d'après Maran, d'après le Shulchan Aruch, ici, en tout cas, dans cette question-réponse, donc pour Maran, le verre, pour les Sfaradim, n'ont pas besoin d'être cachérisés, uniquement nettoyés. Donc les verres de ma vaisselle, je ne les cachérise pas, je peux les utiliser pour Pessah sans problème. On peut utiliser pendant Pessah, les assiettes en verre, on peut utiliser pendant Pessah, tout ce qui est en verre, à partir du moment où on l'a rincé, on peut l'utiliser pendant Pessah sans aucun problème. Ça c'est pour les verres. Maintenant, tout ce qui est argile, vous comprenez que porcelaine, argile, ça c'est incachérisable et à ne pas être utilisé pendant Pessah, à moins que pendant l'année on n'a pas mis du Hametz. Si on n'a pas mis du Hametz, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ça pendant Pessah. Mais néanmoins, si on les a utilisés avec du Hametz, tout ce qui est à base d'argile, donc tout ce qui est porcelaine de ce genre-là, on n'utilise pas ça pendant Pessah. Maintenant, ce qui reste, c'est le fer, le plastique et le bois. D'accord? Maintenant, les planches de bois, étant donné que quand on coupe, et on fait des fentes avec le couteau, donc ça sera très difficile à nettoyer, et puis ça coûte pas très cher. Donc c'est sûr, tous les plans de travail comme ça, il vaudrait mieux en acheter 2 spéciales pour Pessah, parce que c'est pas qu'on ne peut pas cachériser, c'est que la cachérisation est un petit peu compliquée à cause de ces fentes-là. Donc là, il vaudrait mieux acheter de nouveaux plans de travail en bois ou en plastique, c'est préférable. Mais néanmoins, le fer et la pierre sont cachérisables. Par conséquent, comment on les cachérise? De façon générale, toujours, c'est la façon la plus, on va dire, préférable, c'est de, d'abord, nettoyer. Et nettoyer avec tout ce qui est des produits qui enlèvent les graisses
qu'on peut avoir sur les ustensiles qu'on veut utiliser. Après l'avoir bien nettoyé, si possible, de ne pas l'utiliser pendant 24 heures, ce qui fait noten tam livgam, ça donne un goût déformé à ce qui a pu être absorbé dans l'ustensile en question. Et après cela, de le cachériser à la façon habituelle, comment on a l'habitude de l'utiliser. C'est-à-dire que si c'est un ustensile qui est utilisé en deuxième degré, par exemple un cliché, ce qu'on dit, un deuxième ustensile, c'est qu'on a l'habitude de verser d'un ustensile qui est sur le feu sur une assiette en plastique, propre, on va dire sans fente, sans rien du tout, d'accord, ou une assiette en bois ou en fer sans fente, sans rien du tout, alors on peut le cachériser en versant de l'eau chaude dessus. Si on a l'habitude de l'utiliser sur le feu, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, la agala, la fameuse agala, la coutume de cette fameuse agala-là, de prendre une marmite, de faire bouillir de l'eau, et que pendant qu'on fait bouillir l'eau, on prend après ces fameux ustensiles qu'on a l'habitude de les utiliser sur le feu, on les trempe dans l'eau chaude, bien entendu après 24 heures, après on va nettoyer comme je l'ai dit tout à l'heure, et après cela on en trempe dans le froid c'est pas obligatoire, c'est tout simplement pour refermer l'objet en question, ou cas s'il soit en contact avec un objet qui se trouve ici autour de nous. Juste par rapport à cette marmite qui va réceptionner cette eau bouillante pour pouvoir faire la gala, quel statut elle a cette marmite? C'est une marmite Hametz, une marmite Kasher les Pessah? Comme la cachérisation on l'a fait avant Pessah, ça peut être une marmite Hametz. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, puisque d'autant plus on a dit qu'on n'a pas utilisé les ustensiles pendant plus de 24 heures. Mais si on est pris à court, et qu'on n'a pas eu la possibilité d'attendre ces 24 heures-là, alors on a un autre moyen, c'est de mettre ou de la javel ou du savon dans l'eau en question pour abîmer l'eau qui est dans cette marmite-là. Et à ce moment-là, on pourra tremper ces ustensiles qu'on n'a pas attendu 24 heures, mais qui sont bien entendu propres. Ça, c'est la condition obligatoire. D'accord. Bon, en tout cas, niveau cachérisation, je pense qu'on a compris. On risque de revenir dessus pendant ce direct. Je vous invite de nouveau à poser vos questions et je salue toutes les personnes qui sont ici présentes. Partagez cet événement autour de vous, puisque chaque petit partage va permettre de pouvoir aider et renseigner encore d'autres personnes. Donc, allez-y. Alors, question suivante. La question on a dit Orly Mimoun, c'est bon. Alors, les questions de Emmanuel Chayalimi. Shalom au Rav Perez. Question à l'Acha. Qu'a-t-on à faire chez soi quand on vend sa maison pour Pessah? Est-ce qu'on doit faire Bdikat Hametz, Biour, etc. Ça, c'est la première question. Cette question de on vend la maison, ça dépend quand on la vend. Il y a deux types de vente. Il y a ce qu'on appelle la vente du 13 et il y a ce qu'on appelle la vente du 14. Si on a fait la vente du 14 de telle sorte que on est à la maison le 14 au soir, pas le 14 au soir, l'entrée du Pessah, je parle la veille, d'accord, on est à la maison, donc quand l'obligation de faire l'abdikat Hametz, on est à la maison, alors on sera obligé de faire la vérification du Hametz. Mais si on fait la vente du 13, ça veut dire qu'à l'entrée du 14, la maison n'est pas en ma possession, et en la possession du Goy, je n'ai pas besoin de faire de vérification du Hametz, de bio, tout ça est devenu superflu parce que la maison ne m'appartient pas avec tout son contenu, à l'exception des ustensiles, pour éviter qu'on ait besoin de refaire le mikvé aux ustensiles, parce que si on vend aussi l'ustensile, on a besoin après de normalement refaire le mikvé de l'ustensile. Alors c'est un problématique. Les rabbins, quand ils font la vente, ils sont au courant de l'affaire, c'est pour ça qu'ils vendent que le Hametz qui est sur l'ustensile. Donc je répète, la vente du 13, pas besoin de faire l'abdikat Hametz. La vente du 14, besoin de faire l'abdikat Hametz. Maintenant, si on a quitté la maison un mois avant Pessah, on n'a pas besoin, bon c'est un petit peu tard, en tout cas, on n'a pas besoin de faire l'abdikat Hametz un mois avant, puisqu'on n'est pas censé être pendant Pessah à la maison. Mais, si on est censé être Pessah à la maison, même si on a quitté la maison 6 mois à l'avance, puisqu'on sait qu'on va arriver à Pessah à la maison, donc avant de quitter la maison, ça veut dire par exemple au mois de septembre, il fallait faire l'abdikat Hametz à ce moment-là. D'accord. Question de Chaim Sebag. Pour le Hametz des jouets, puis-je me contenter de les pulvériser avec du lave-vitre, sachant qu'il y a un détergent le Hametz, sachant qu'avec le détergent, le Hametz n'est plus consommable par un chien. Mais Ikaradin, ça veut dire, si on regarde au niveau du din, oui, effectivement, si on prend un détergent et que ça rend ce Hametz-là immangeable, ça pourrait être suffisant et ça vous éviterait à nettoyer les ustensiles. Mais comme les enfants ils mettent ça dans la bouche, alors je crois que ça serait quand même bien de les nettoyer. On a une question de Sarah Cess. Qu'en est-il de la matzah trempée? Café au lait par exemple, est-ce que c'est permis? Ou bien coupé en morceaux dans le msuki ou dans le ormo pour nos amis constantinois? Bon, alors ça dépend. Bon, comme constantinois, je comprends qu'elle est plutôt sfarade. D'accord? Donc, comme si elle est sfarade, il n'y a aucun problème de tremper la matzah dans un liquide froid, chaud, entière
un morceau, il n'y a aucun problème. Par contre, si on est ashkénaze, alors ça dépend des coutumes. Il y a des ashkénazim qui ne prennent pas ce qu'on appelle en hébreu shrouya, trempé, et il y en a qui se permettent à manger trempé. Donc pour les ashkénazim, il faut voir d'où ils viennent, de quelle communauté, de quelle région ils viennent. Mais pour les sfaradim, normalement, il n'y a aucun problème de shrouya. On ne craint pas qu'il reste un petit peu de farine posée sur la matzah qui n'a pas été cuite et qu'en mettant dans l'eau pendant Pessah, ça va refermenter. Nous, Maran, d'après Maran, on ne craint pas. Il n'y a pas ce qu'on appelle choser ben-yor. Il n'y a pas ce réveil du Hametz. S'il a déjà été annulé avant Pessah, alors il est mort et il n'existe plus. Par contre, pour les ashkénazim, si le Hametz il existait avant Pessah, il se réveille pendant Pessah. Une question de Orly Mimoun. On a parlé du four avec pyrolyse. Est-ce que le four sans pyrolyse, quel est le din? Le four sans pyrolyse revient un petit peu à la fameuse micro-ondes qu'on avait parlé auparavant, qui est un grill. C'est-à-dire donc nettoyage comme il faut avec tous les messieurs chaumanim, ceux qui enlèvent les détergents de gras, Saint-Maurice, je ne sais quel autre produit vous avez en France. Donc d'abord bien nettoyer ce qu'il y a autour aussi, si c'est possible, du goumi, de l'élastique qui est au niveau de la fermeture de la porte. S'il y a une possibilité, que votre mari a la possibilité de le faire, c'est démonter les deux vitres de la porte parce qu'il y a malheureusement du Hametz qui rentre là-bas avec la vapeur dans le moment de la cuisson. Ne pas utiliser après ça le four pendant 24 heures et l'allumer à la température maximum pendant 45 minutes. Et après ces 45 minutes, vous pouvez utiliser le four. La seule chose, rappelons-nous, les plateaux. Les plateaux, si possible, les changer. Si c'est pas possible de les changer, donc le cachériser avec les plateaux, puis les couvrir avec, je préfère, ça dépend de l'épaisseur de l'aluminium, 2 couches d'aluminium, et à ce moment-là, utiliser des parquettes en aluminium quand on utilise ces plateaux-là. D'accord, parfait. Alors on continue avec une autre question de Emmanuel Khayalimi. Quelqu'un qui habite en Israël, qui est marié, si jamais il fait les fêtes en Chutz Laaretz, donc en diaspora, et donc alors qu'il habite en Israël, est-ce qu'il doit faire un jour ou 2 jours? Si je comprends bien, sa femme est en Israël. Il habite en Israël avec sa femme, ouais. Il habite en Israël avec sa femme. Ouais. Et donc il va pour Pessah voyager chez ses parents, par exemple. Chez ses parents. Ouais. Donc à partir du moment où il habite en Israël et spécifiquement avec sa femme, je précise bien, parce que l'inverse, ça sera s'il va habiter temporairement en France avec sa femme, le din, la loi elle est différente. D'accord? Donc comme sa femme elle est là, et que rien qu'exceptionnellement pour les fêtes, il va aller à Pessah, alors bien entendu, il ne fait qu'un seul jour de Pessah. Ce qui veut dire que le deuxième jour, c'est pas qu'il se permet à faire des travaux devant tout le monde. Ça soit bien clair. Hein? Rien que quand il est chez lui, dans sa chambre, que personne ne voit, aucun habitant de l'endroit ne le voit, il a le droit, et je précise bien, sur une ou deux choses à faire. Il a le droit d'allumer l'électricité, d'après Rav Ovadia, uniquement d'après Rav Ovadia, dans Chazon Ovadia. Il a le droit d'allumer l'électricité quand il est seul dans sa chambre. Ça veut dire que tout ce qui est électricité ou portable, quand il est seul dans sa chambre, je précise bien, devant personne, il a le droit de le faire. Sortir de sa chambre, il doit se comporter comme tout le monde. D'accord? Pourtant, si on parle de Maritaïn, dans un cas, la phrase est de dire que Afilou Bechadarim. Hadarim, c'est pour des melachot qui sont vadaï des melachot, donc des travaux interdits. Mais quand c'est des travaux qui a une discussion, est-ce que c'est permis ou interdit, et que normalement, dans Afkat Rochel, et le Rambam, le Roche et le Rif n'ont pas été possèdés comme le Tosfot. Et ça veut dire que normalement, quand je suis Betsin A, il nous permet de faire des melachot. Rav Ovadia, il nous dit, il vaudrait mieux ne pas les faire. Mais s'il y a une discussion sur la melacha en question, comme je dis l'électricité, s'il y a une discussion sur la melacha, est-ce qu'elle est permise ou interdite de faire pendant Yom Tov Sheni, bien entendu, je parle du deuxième Yom Tov, n'oublions pas, alors à ce moment-là, il nous permet de les faire. C'est vraiment, il faut qu'il soit seul, ou bien si ses parents sont au courant, qu'il habite en Israël, etc. Il faut qu'il soit seul, c'est tout, il faut qu'on ne le voie pas faire. D'accord, ok. Ce qui veut dire à la rigueur, d'après Ovadia, je précise, il y en a qui interdisent ça, mais je vous ai amené la coula, si vous voulez, la plus grande qu'on peut trouver, qui est celle de Chazon Ovadia, que l'utilisation du portable, par exemple, le deuxième jour de Yom Tov, dans la chambre, que personne ne vous voit, vous aurez, à la rigueur, le droit de le faire. Alors, on a une autre très bonne question de Emmanuel Khayalimi qui nous a posé donc 3 bonnes questions. Question Ashkafa. Malgré qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de produits cachés à l'épaissard, l'essence de la fête ne veut-elle pas qu'on se sépare un peu de la matérialité de la nourriture, même si ce n'est pas du Hametz? J'essaye d'éclaircir un petit peu peut-être l'intention. Voilà, l'intention de ce que voulait dire Emmanuel ici, c'est peut-être de dire est-ce que je peux avoir du pain caché à l'épaissard? Est-ce que j'ai le droit de manger ce pain? La pizza cachée à l'épaissard, des pâtes cachées à l'épaissard. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant.
et qui pourtant, en fait, d'après la stricte loi, il n'y a aucun problème. C'est souvent de la fécule de pommes de terre. Bon, cette même question, on peut la retrouver avec les fruits de mer, cachère, Toute l'année. toute l'année qu'on produit. Bon, alors là, déjà, il faut bien faire une distinction entre la halakha et la façon comment on veut vivre. D'abord, quand on pose une question, quand quelqu'un nous pose une question, vous devez lui répondre au point de vue halakhique. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch nous dit? Et à ce niveau-là, à partir du moment où ce n'est pas du Hametz, le Shulchan Aruch ne l'a pas interdit. Maintenant, est-ce que c'est dans l'ambiance de Pessah? Est-ce que ça vous fait sentir que vous avez passé la fête de Pessah comme vous voulez la ressentir? Ça devient déjà individuel. Et vous me posez à moi la question, j'ai jamais mangé de pizza kasher le Pessah, parce que je trouve que ça me dérange personnellement d'avoir l'idée de manger une pizza qui est kasher le Pessah. Mais néanmoins, il faut pas oublier qu'en France, on a le bouscouto, on a plusieurs gâteaux que quand les Ashkénazes nous voient le manger, ils nous prennent pour des moitiés fous. Ils nous disent quoi? Vous mangez, on a l'impression qu'on mange que du Hametz, alors que c'est à fait que de pommes de terre ou n'importe quoi. Pourtant, ça a une forme qui ressemble au Hametz. Donc, on voit qu'on s'est quand même permis dans l'histoire de faire des genres de gâteaux où on se pose la question, c'est des gâteaux Hametz ou des gâteaux kasher. Mais néanmoins, ça devient individuel. Donc, c'est pour ça que je répète, il faut bien distinguer la halakha du comportement de chacun, comment il ressent et il veut ressentir la fête. Si on voit un kazaïd, question de Yoel, sur le live de Torah Box, si on voit un kazaïd de Hametz en plein Seder, comment réagir? Catastrophe. Comment réagir? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je le prends, je le brûle? Qu'est-ce que je fais? Bien entendu, Chaz v'Shalom, il faut d'abord remercier votre femme, vos femmes et votre mère de tout le travail qu'elle a fait pour arriver à un Pessah kasher. Et on n'est pas des anges. Maintenant, si on a trouvé un Hametz pendant Pessah, c'est pas la femme qui est responsable, c'est le mari. Parce qu'il n'a pas fait l'abdikat Hametz comme il faut. Bien entendu. N'oublions pas. C'est lui le responsable de tout ça. Néanmoins, du point de vue halachique, n'oublions pas qu'est-ce qu'on a fait? Le bitoul. On a fait la vente. Et on a fait l'abdikat Hametz. Donc je ne passe aucun interdit. La seule chose qu'il nous restera à faire, c'est pour, le Hametz est devant nos yeux, essayer de s'en débarrasser, le mettre dans un coin et attendre la fin de la fête de Yom Tov, je parle, Chol HaMoed, et de le brûler à Chol HaMoed. Sans bracha? Sans bracha, parce que c'est une marloquette, puisqu'on a déjà fait la bracha avant Pessah, sur Bdikat Hametz. Si on n'a pas fait la Bdikat Hametz avant Pessah, alors on fera la bracha pendant Pessah pour faire brûler ce Hametz. Cette gaufrette que j'ai trouvée pendant Pessah, pendant le soir de mon Seder, dans le salon, je la prends avec mes mains, avec des gants, avec un balai, je m'éloigne, j'envoie le chien, qu'est-ce que je fais? À partir du moment où Hametz, Bemachou pendant Pessah, dans Pessah, la moindre miette de Hametz, elle a un problème, d'accord? Alors c'est sûr qu'il vaudrait mieux le prendre avec un sachet en nylon, de peur qu'il y a peut-être la poudre de Hametz sur la gaufrette, ou qui est fermée, même si elle est fermée. Peut-être, je ne peux pas savoir. On le prend avec un bout de plastique, on le met dans un bout de plastique, on met ça de côté. Je répète, pendant Yom Tov, on ne brûle pas, on attend Motsaï Yom Tov, et Motsaï Yom Tov, on le brûle, on s'en débarrasse. Très bien. En vérité, si on a fait la vente du Hametz, on aurait pu le mettre avec la vente et s'en débarrasser. On ouvre le placard, on le remet et on referme. On aurait pu faire comme ça. Mais, puisque on va faire une genre de pénalité, d'accord, comment c'est possible qu'on l'a trouvé? Il vaudrait mieux lui faire bio Hametz pendant Chol HaMoed. D'accord. On a une question qui est revenue très souvent chez Torah Box, sur Torah Box, et c'est la question de Dorine Zeni. Bonjour Rav, comment cachériser les plaques à induction et la plata de Shabbat? Plaque à induction, si je comprends bien, c'est du vitrocéramique. Vitrocéramique, d'accord? Alors ça va dépendre si vous êtes Sfarad ou Ashkenaz. D'après le nom, je crois que c'est plutôt Sfarad. On va essayer de répondre pour les deux. Pour les deux, d'accord? Alors si vous êtes Sfarad, on revient vitrocéramique, c'est du verre. Comme c'est du verre, on a dit que nous, les Sfaradim, on n'a pas besoin de cachériser le verre. Donc, il suffit de faire un bon nettoyage, d'accord? Passer une bonne éponge, faire attention sur les fentes. Ça dépend comment la vitrocéramique elle est composée, mais des fois il y a du goumi, il y a du plastique autour, bien nettoyé, relevé, il y a des fois un peu de graisse sur le bord de la vitrocéramique, on nettoie ces graisses-là qu'il y a en bas de la vitrocéramique, et on peut à ce moment-là utiliser la vitrocéramique pendant Pessah. Si on est Ashkenaz, comme j'ai dit que le verre est incachérisable, il faudrait acheter une autre gazière pour Pessah. D'accord. Question de Aaron. Induction ou vitrocéramique, c'est la même chose. Ouais, après, plus ou moins. C'est la même chose. Plus ou moins. Question de Aaron. J'ai mis par erreur un aliment caché les Pessah dans une armoire que j'ai vendue. Ai-je le droit de l'utiliser pendant Pessah? Donc en fait, je réouvre mon armoire et je récupère mais le problème, c'est que si on a considéré qu'on vend tout ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, ça c'est plus à vendre. Alors là, il vaudrait mieux ne plus le faire sortir parce que normalement, théoriquement, l'idéal, ça serait de donner la clé de l'armoire aussi au Rav
pas besoin de donner au God, de donner au Rav, pour que bien montrer qu'on n'a pas l'intention d'utiliser le Hametz là. Normalement, ça dépendrait aussi, qu'est-ce qu'elle était mon idée? Est-ce que mon idée c'est de vendre tout ce qu'il y a dans l'armoire, ou de vendre rien que ce qu'il y a le Hametz dans l'armoire? Alors si l'idée, c'était clair dans mon annonce, je vends que le Hametz qu'il y a dans l'armoire, alors théoriquement, j'ai pas vendu ça, je l'ai bien exprimé, j'ai pas vendu ça. Alors j'aurais à la rigueur le droit d'ouvrir et de faire sortir. Rien qu'on prend un risque, j'ouvre, ça montre un petit peu que je peux avoir accès au Hametz et tout ça. Donc je préférerais, si c'est possible, de laisser ce morceau, ce kasher le Pessah, à l'intérieur. Alors on a juste une précision de Johan qui nous dit la plaque à induction, ce n'est pas du tout de la vitrocéramique. Alors on invite Johan à nous définir un peu plus ce qu'est la plaque vitrocéramique, mais le Rav avait l'intention ici de dire que les deux étaient faits de verre. Je pense que évidemment qu'en termes de fonction c'est pas forcément la même chose, mais les deux a priori, si on se trompe pas, ils sont faits de verre. Qu'on le confirme. Donc je vous invite à nous confirmer. Il m'avait semblé comprendre que l'induction c'est aussi du vitro, c'est à base de verre, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est la même chose. Mais si effectivement c'est autre chose, comme on en fait part, et on verra comment on résoudra le problème. On nous demande de compléter par rapport à la plata. La plata de Shabbat, d'accord? Premièrement, bien entendu, vous n'avez pas Shabbat à vendre, vous avez une semaine cette année, c'est très facile. Donc, nettoyage de la plata, de Shabbat, verser là-dessus de l'eau chaude, sur la plata, et celui qui voudra faire un petit peu plus, il allume pendant une demi-heure la plata, et la plata est cachère de Pessah. S'il veut être sûr qu'il n'a pas de problème, qu'il entoure du papier aluminium, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Bien entendu, on n'a pas oublié de nettoyer la plata avant, parce que tout nettoyage, tout agala, tout cachérisation n'est valable que quand c'est propre. Très bien. Alors il y a Johan qui définit donc la plaque à induction. Il nous dit que l'induction repose sur une technologie électromagnétique. Okay, ça, le foyer chauffe uniquement lorsqu'il entre en contact avec les récipients compatibles. Très bien. Sans récipient, la chaleur ne se diffuse pas. Très bien. Mais ça ne répond pas à la question est-ce que c'est fait de verre ou pas. Quoi c'est fait. Voilà. Parce que des fois, j'explique le problème, c'est que des fois ça déborde, parce que le contact d'une marmite Hametz avec le feu ou avec le plan de l'induction, il n'y a aucun problème. Car que fait le Hametz? Quand est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a du liquide. C'est le liquide qui fait transmettre l'interdit. À partir du moment où il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de problème. Comme des fois les marmites elles débordent, donc elles vont déborder aussi à la base où se trouve la marmite. Et là, s'il y a du Hametz, alors est-ce que ça a brûlé? Est-ce que ça a consommé? Est-ce que ça a disparu? Alors c'est pour ça, si il est possible de me dire qu'est-ce que c'est ce plan, où est posée la marmite, et suivant ça, on pourra mieux répondre. On a Madame Zini qui confirme qu'effectivement, c'est bien du verre à induction. Ah bah très bien. Voilà. On a une question de Téter Seb. Si on vend la maison et que l'on part le mercredi 28, donc c'est-à-dire cette année, Pessah tombe vendredi soir, donc on part 2 jours avant à peu près. Mercredi 28, doit-on nettoyer la maison du Hametz ou peut-on tout laisser tel quel? Non. Et si on fait la vente du Hametz, d'accord? Ou de façon générale en fait. Est-ce que j'ai le droit de laisser mes céréales, mes gâteaux, mes gaufrettes dans mon placard et vendre? Je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure. Si on ne fait pas une vente du 13, je précise pas, si on ne fait pas une vente du 13, à partir du moment où le 13 c'est donc jeudi. C'est jeudi. Si on ne fait pas la vente du jeudi, le rabbinat, en tout cas en Israël, en 2018, on parle. En 2018, bien entendu, 13 Nissan de 2018, effectivement. D'accord? Alors, si on ne fait pas la vente du 13, alors maintenant, comme on est dans un mois avant Pessah, on est entré dans le mois de Pessah, et à partir du moment où on rentre dans le mois de Pessah, comme a très bien dit notre cher ami, il faut déjà apprendre les halachot de Pessah, alors on a déjà toutes les obligations, et donc par conséquent, on devra faire la bdikat Hametz sans bracha. Si on part le 28, sans faire la vente du 13. On sera obligé de faire la bdikat Hametz. Mais si on fait, et comme j'ai dit, si on serait parti 30 jours avant Pessah, alors là on n'aurait pas eu besoin de faire la bdikat Hametz. La meilleure solution que je peux vous conseiller, je répète, c'est faire la vente du 13. Si c'est pas possible de la faire en France, parce que vous ne trouvez pas, vous pouvez la faire en Israël. Je ne sais pas si Torah Box prévoit aussi de faire la vente du 13. Donc vous pourrez faire sur Torah Box la vente du 13, même que vous habitez en France, il vous vend de la France ici, et à ce moment-là, vous serez tranquille, pas besoin de faire la vérification. Sauf que si je peux me permettre la précision à apporter, c'était que est-ce que je dois, quand je fais une vente de façon générale, même si c'est mon placard, pas forcément que ma maison, est-ce que je dois absolument me débarrasser de mon Hametz? J'ai mes bouteilles de whisky, j'ai mes gâteaux, etc. Est-ce que je dois absolument me débarrasser de mon Hametz avant? Ou bien moi je peux tout garder, ne faire presque aucun ménage, aucun problème et tout vendre? Alors, la question de la vente du Hametz, c'est une question qui a été débattue dans les dernières années à partir du Khatam Sofer, où on commençait à avoir des juifs qui avaient des entreprises avec du Hametz, donc beaucoup de stock du Hametz, et ne pouvaient pas s'en débarrasser
avant Pessah. C'est une perte financière. Une perte financière. Et donc le Khatam Sofer, c'est à peu près 200 ans, de cela une 150aine d'années plus précisément, d'accord, qui a eu l'idée de s'occuper, de faire souvent une Tosefta, de faire la vente du Hametz. Maintenant, comme dans l'idée de base, ça a été parce qu'il y a une grande perte financière, alors les rabbins ils proposent, ils disent si c'est possible, que cette vente du Hametz sera vraiment quand il y a une somme d'argent importante. Ça va dépendre du rang social de la personne, ça va dépendre des revenus de la personne, des moyens financiers de la personne. Ça veut dire que moi, quand je dis à mes étudiants, par exemple, même pour 2 sachets de pâtes ou de Hametz, comme je sais qu'ils ont difficilement la possibilité de terminer le mois, alors je dis pour vous, ça s'appelle pour vous une grande perte. Donc vous pouvez la vendre. Mais si effectivement, c'est une petite somme, qu'on peut s'en débarrasser, c'est sûr qu'il vaudrait mieux faire que la vente du Hametz, ça sur autre chose. Par exemple, c'est quoi autre chose? On a des actions à la banque. On met de l'argent à la banque. Ces actions-là, peut-être, ils sont investis sur des sociétés qui s'occupent de Hametz. Et donc, ça veut dire que pendant Pessah, j'ai du Hametz à cause des actions que j'ai sur la société. Et là, la vente, elle me sert aussi que ces actions, eux, ne transgresseraient pas l'interdit de posséder du Hametz pendant Pessah, que je pourrais reacquérir mes actions après Pessah. Parce que sinon, normalement, j'ai un petit grand problème. Il faudrait après, je les laisse au goy. Et celui qui les achète, il aura peut-être fait une belle affaire. Une belle affaire en plus. Vous comprenez? Donc, c'est pas intéressant. Il faudrait faire attention à ça. Donc, la vente, c'est toujours bien de la faire. Pour revenir. Tout ce qu'on a un doute de Hametz, la vente, c'est excellent. Tout ce qui est Vadaï Hametz, c'est-à-dire, c'est sûr, c'est du Hametz, si c'est une somme importante, qu'on le mette dans la vente. Si c'est une petite somme, débarrassez-vous avant Pessah. Et puis il y a des organisations qui le prennent de bienfaisance, qui le prennent avant Pessah pour le redistribuer après Pessah aux pauvres. Et comme ils ramassent de grandes sommes, donc à ce moment-là, ça devient une perte. Et donc pour eux, la vente, elle est beaucoup plus lechatchila. Mais si quelqu'un, à tout prix, il ne veut pas s'en débarrasser, la vente sera quand même valable. Je vous invite, chers amis, à continuer à poser vos questions ici en direct. Le Rav est là pour vous répondre. On est là encore un bon bout de temps. Posez vos questions, on continue tout de suite avec une question de Patricia Janine Benisti. Pour la bouilloire, doit-on la changer pour Pessah ou pas? Alors normalement, si je comprends bien, c'est une petite bouilloire de 1,7 litre. On ne parle pas de la bouilloire du Shabbat, le grand mécham du Shabbat. Pourquoi je fais la distinction? Pas le kumkum. Pas le grand kumkum de Shabbat. Pourquoi? Parce que des fois, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On met la challah dessus pour la chauffer. Et quand on met de la challah dessus pour la chauffer, il y a la vapeur d'eau qui va sur le couvercle du grand kumkum, et la vapeur d'eau chauffe le couvercle, le pain est posé dessus, il y a un contact de Hametz sur le couvercle devient Hametz, le kumkum devient Hametz, et là on rentre dans une complication parce qu'il faut enlever tout le calcaire qui est à l'intérieur, et bien entendu, cachériser le couvercle aussi avec le kumkum. Par contre, tous les autres bouilloires qu'on utilise, normalement on ne devrait pas avoir besoin de faire pas le nettoyage, la hagala, enfin, cachériser pour Pessah. Seulement, comme il y a des fois qu'on peut transvaser de l'eau chaude sur des pâtes, et qu'il y a de la vapeur qui peut remonter sur, donc la meilleure solution à faire, c'est de prendre d'abord un petit peu, si je ne me trompe pas, ou de vinaigre, ou de melach limon, je crois que c'est du acide citrique un petit peu qu'on met, on le met, on nettoie bien le petit kumkum d'eau chaude là, et après on le fait bouillir, et il devient kasher les Pessah automatiquement. Une question concernant les épices. Alors on a lu pas mal de choses, en tout cas ici en Israël on reçoit pas mal de choses sur les épices par rapport à Pessah, parce qu'apparemment on serait censé trouver peut-être des céréales dans certaines épices. C'est effectivement, le problème il est surtout par exemple dans le cumin. C'est ce que j'allais vous poser. Et la question sur le cumin, alors autant les épices on arrive plus ou moins à s'en sortir, mais sur le cumin, ça a l'air d'être bien plus problématique. Qu'en est-il? La raison de la problématique du cumin, c'est que les champs de cumin sont des fois à côté des champs de seigle ou des champs d'orge. Et donc il y a des coups de vent qui passent, et quand la moissonneuse de bateau elle passe et elle commence à ramasser tout ça, il y a de fortes chances qu'il y a des graines de blé qui tombent avec, ou d'orge, de céréales, qui tombent avec le cumin. Par conséquent, il vaudrait, et c'est préférable si c'est possible, ou avoir du cumin frais que vous pilez vous-même à la maison, que donc vous vérifiez juste avant et vous pilez à la maison, ou d'acheter du cumin avec un bon hercher, parce qu'effectivement, à cause de la façon comme on élève les champs de cumin, on risque d'avoir des problèmes de Hametz dans le cumin. D'accord. On a donc une question de Raphaël dans la Haggadah. On dit qu'on a passé là quelques heures après le nettoyage. Dans la Haggadah, on dit que la matzah est du pain de pauvre, du lechem ani. Or, sa valeur aujourd'hui, c'est vrai quand on connaît le prix au kilo, est jusqu'à 5 fois plus que notre pain habituel.
Est-ce qu'on mange la même matzah que nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte? Merci de m'éclairer. Alors, premièrement, on mange la même matzah qu'en sortie d'Égypte. La matzah, en plus, qu'en sortie d'Égypte, peut-être elle était aussi une matzah raka, molle. Hein, qu'en Israël, on a l'habitude de le faire. Mais en France, j'ai pas trop entendu qu'ils amènent cette matzah molle. D'ailleurs, le kazaït, il est beaucoup plus petit quand elle est molle. Hein. Néanmoins, c'est exactement la même matzah. Tout simplement parce que ce pain-là, c'est un pain qui bloque l'estomac, qui gonfle dans l'estomac et qui rassasie très vite. C'est vrai qu'après on a faim, mais qui rassasie assez rapidement. Normalement, hein, j'ai entendu qu'il y a des élèves qui me disent au contraire, ils en mangent la matzah, ils n'arrivent pas d'en manger. Mais normalement, ça rassasie assez rapidement, donc c'était économiquement intéressant d'utiliser comme nourriture aux esclaves de la matzah. Maintenant, cette matzah qu'on a pris, c'était en fin de compte du levain qui n'a pas eu le temps de lever. Zecher, le matzot, quand on est sorti d'Égypte. Alors, que veut dire c'est du pain de pauvre? Parce qu'effectivement, ce que c'est à l'époque, ils utilisaient ce pain-là qui n'ont pas que de l'eau et de la farine pour faire ces matzot et qui n'ont même pas le temps de le laisser fermenter parce qu'ils ont faim. Les pauvres, ils ont faim, ils ont besoin de manger. Donc, ils préparaient la pâte et ils la mettaient directement sur le feu, ce qui fait qu'on avait une matzah. Maintenant, le fait qu'on appelle aussi matzah, lechem, oni, il y a aussi d'autres explications. Oni, c'est parce que oni malav dvarim arbe. On pose beaucoup de questions sur ce pain-là, on donne beaucoup d'explications sur ce pain-là. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il y a aussi la définition de oni, pauvre, mais oni, ça veut dire aussi répondre. Alors bon, c'est vrai que, Baruch Hashem, les Juifs, ils savent faire de l'argent, et on aime faire de l'argent. Et c'est vrai aussi, il faut reconnaître que pour faire vraiment de la matzah, kasher, les pessars comme il faut, ça demande beaucoup d'investissement. Et je vous invite à rentrer dans une usine qui fait de la matzah. Vous voyez le nombre de personnel qui travaille, l'arrêt qu'il faut avoir pour entre les 18 minutes pour renettoyer toute le line, pour repréparer la prochaine production de la matzah. Vous pouvez pas vous imaginer combien d'investissements. Donc, d'une certaine manière, ça se justifie. Et si je prends bien la farine, qu'il faut savoir que la farine, elle doit pas être trempée dans de l'eau. Et donc, il faut faire attention parce que les meules, pour les refroidir, ils utilisent de l'eau. Donc, ils sont obligés tous les 2 heures ou 1 heure d'arrêter de moudre le blé et d'attendre que ça se refroidisse pour avoir de la farine kasher l'épaisseur. Donc, c'est beaucoup d'investissement. Et Baruch Hashem, on a les moyens techniques aujourd'hui. Seulement, c'est vrai que ça, il faut payer tout ce personnel. En résumé, c'est que ça reste malgré tout un souvenir du pain pauvre, mais c'est aussi un pain qui rend pauvre. Non, le Baruch Hashem, il y a Torah Box qui fait les paniers et qu'il y a toutes les organisations de Tzedaka Baruch Hashem et que grâce à ça, il n'y a pas un juif qui ne pourra pas manger de la matzah à Pessah. Bien entendu, on rigole. Question de Cal. Est-ce que après Pessah, on peut manger le chametz vendu? Exemple, j'ai vendu un paquet de pâtes, est-ce que le lendemain de Pessah, je peux manger ces pâtes? Je me permettrai juste d'extrapoler la question. Il y a la Mimouna le lendemain de Pessah, le soir de Pessah, le 7e jour de Pessah, il y a la Mimouna. Techniquement, il y a très peu de temps entre la fin de Pessah et le moment de pouvoir faire toutes ces mofletas, toute cette soirée, les pâtes, les pizzas, les trucs. Est-ce qu'il est possible de tout préparer à l'avance, de tout congeler, de les mettre au congélateur, et tout de suite après Pessah, je ressors mes moufletas. Alors, on revient à la question de la vente du chametz, parce que toute l'idée, ça ne peut se faire que s'il y a une vente du chametz. Et comme j'ai dit précédemment, que la vente du chametz, elle a été initialement instaurée pour quelqu'un qui a une grande perte financière. Or là, on ne parle pas de perte financière, on parle de gagner du temps, d'accord? Et que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les khatrila, ça aurait été préférable de ne pas posséder du vrai chametz. Le mélange de chametz ou avoir des doutes de chametz, c'est très très bien pour la vente. Mais du vrai chametz, il mieux de s'en débarrasser. Par conséquent, ça serait un petit peu dommage de se rentrer dans des situations que dans la vente, je suis obligé de vendre du vrai chametz. Mais si ça peut éviter des problèmes de shlom bayit, si ça peut éviter que la belle-mère elle s'énerve, ou je ne sais quel autre problème, alors je préférerais que vous vous basez sur la vente de ce qui permet de vendre du vrai chametz pour que la fin de la Mimouna s'évite. Mais si vous pouvez éviter, c'est sûr que je préfère que vous faites une Mimouna encore kasher les pessars, ou sinon d'aller tout simplement acheter à la sortie de la fête de la farine encore chez les goïms, et d'en faire une moufleta fraîche, au lieu de la mettre congelée. Est-ce que juste, pour les gens qui sont en Israël, en France, on trouve des épiciers un petit peu tard, est-ce qu'en Israël, on peut trouver, je sais pas moi... Si on est dans la vieille ville, il n'y a aucun problème. Il faut être en contact avec des Arabes. Si on est dans la vieille ville, alors effectivement. Ma belle-mère me racontait qu'au Maroc, les Arabes attendaient la sortie, et venaient amener avec leur farine, leur sac de farine, spécialement dans les maisons pour vendre leur farine pour que Motsaï et Pessah puissent faire. Et dans la vieille ville à Jérusalem, c'est ce qui se passe. Il y a la vieille ville à Jérusalem, il y a un vendeur là-bas qu'on peut y aller acheter. Dans l'angle, dans l'angle là-bas,
Question, alors j'invite Boutark Géru à regarder la rediffusion puisqu'on a répondu à la question du cumin. Effectivement, c'est problématique à Pessah. Et il pose aussi une question, est-ce qu'il est permis d'aller au stade à Pessah? On parle de, je suppose qu'on parle Stade de de Chol foot. HaMoed, hein. Ouais, j'imagine On parle aussi. de Chol HaMoed, on va de Yom Tov. J'imagine. Parce que Yom Tov, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Yom Tov, aller jouer au foot, c'est pas tout à fait dans l'ambiance de Yom Tov. Et on n'est pas sorti d'Égypte pour aller jouer au foot tout de suite après, quoi. Néanmoins, si c'est pendant Chol HaMoed, qu'est-ce que je peux dire? Interdire? Je peux pas interdire. C'est dans l'ambiance de Pessah. Ça vous fait plaisir. Vous allez vous calmer, vous allez sentir que vous allez passer une bonne fête. Que puis-je plus vous dire là-dessus? Question de Mickaël Benamran. Ouh là là, va falloir que vous l'aidiez, Mickaël. À cause du retard de livraison, je risque de recevoir un colis Hametz pendant Pessah. Waouh. Pendant Pessah, je ne suis pas là. Le colis pourrait rester chez le gardien de l'immeuble. Très bien. Donc c'est un colis qui a déjà été acheté, Oui. donc il a déjà payé. D'accord? Donc qui met le colis dans la vente. Qui met le colis dans la vente et grâce au bitoul qu'il aura fait, il pourra utiliser ce colis-là après Pessah. Que s'il ne fait pas la vente, ce colis-là, il ne pourra pas l'utiliser après Pessah, bien qu'il a fait le bitoul, n'oublions pas. Je vous répète que la vente nous permet de pouvoir réutiliser le Hametz après Pessah. Donc la meilleure solution, c'est qu'il prévoit dans son acte de vente d'inclure aussi les produits qu'il va obtenir pendant Pessah. D'accord. La question qui nous est parvenue aussi un petit peu plus tôt il y a quelques jours, il y a une personne qui se trouve dans une ville non religieuse en Israël. On va prendre l'exemple, par exemple, d'Elat ou de Tel Aviv. C'est pas religieux aujourd'hui, il y a que des religieux. C'est vrai. Bon, alors en tout cas, chez un commerçant qui n'est pas religieux et qui n'aurait pas vendu son Hametz pendant Pessah. Impossible d'acheter Est-ce que chez j'ai lui le droit après voilà. Pessah. Impossible d'acheter chez lui d'après Pessah. Il faudrait attendre qu'il ait terminé de liquider sa marchandise pour qu'on puisse acheter chez lui parce que c'est une takanat rachamim, un genre de ktas, de pénalité pour qu'on apprend aux gens de faire la vente du Hametz, d'autant plus que c'est pas dur. Toute la rabbanout en tout Israël, elle vient et elle propose gratuitement de faire la vente du Hametz. Donc s'il n'a pas voulu faire la vente, cette personne-là, on ne pourra pas acheter chez lui, si c'est un juif bien entendu, hein. Enfin, si c'est un gosse, c'est une autre affaire. Si c'est un juif, on ne pourra pas acheter chez lui jusqu'à qu'il liquide sa marchandise qui n'est pas cachée le Pessah. Très bien. Vous avez le bonjour de Benny Ganem, hein, qui vous passe le bonjour. On a Madame Benistic, Janine Benistic, Patricia Janine Benistic, qui revient un petit peu sur la vaisselle en verre. Si on peut lui redonner la réponse en une seconde. Toute la vaisselle en verre, verre et assiette, aucun souci pour les séfarades, n'est-ce pas? Aucun souci, Voilà. rincer, laver, ça suffit. Doit-on les tremper dans l'eau 24 heures? Ça c'est d'après le Ben Ishraï. Ceux qui vont d'après le Ben Ishraï, qui va d'après Maran, le Shulchan Aruch, pas besoin. Très bien. On a beaucoup de propriétaires de magasins en France ou ailleurs. Sans donner de marque, on va essayer peut-être de prendre l'exemple des Franprix. On a beaucoup de propriétaires juifs. Ils vendent des produits qui sont Hametz, pas forcément cachers toujours, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pendant Pessah? Ça, tous ceux qui ont des magasins de nourriture pendant Pessah, c'est un très très gros problème, surtout si c'est la vente du Hametz. La seule solution, c'est de faire s'associer avec un goy et de lui donner tous les bénéfices du Pessah à lui. C'est comme quoi le goy est propriétaire entièrement du magasin pendant Pessah et les bénéfices lui reviennent que à lui. Il ne peut pas lui profiter, un juif ne peut pas profiter des bénéfices de la vente du Hametz pendant Pessah. Maintenant, si le goy, sauf il lui fait cadeau de l'argent, c'est un autre problème. Mais que ça lui appartienne au goy pendant Pessah. Très bien. On a une question de Amir. On a une limite de faire tsafoun avant Chatzot. Cela veut-il dire que l'on doit finir obligatoirement tout Magid, donc la partie Magid dans la Haggadah, avant, pour pouvoir préserver le Seder, ou l'on peut continuer après? Comment bien faire Magid sans être limité par le temps? D'abord, c'est de commencer un peu plus tôt, ne pas trop traîner dans le repas, d'accord? Le repas, on aime bien le msok, on aime bien tout le balagan qui est autour, d'accord? Mais pour nous, c'est un petit peu le folklore de Pessah, donc on traîne un petit peu là-dessus. Il faudrait un petit peu se raccourcir dans le repas pour que les khatrila, ça veut dire a priori, on puisse faire le tsafoun, donc le afikoman avant Chatzot. Maintenant, si on n'a pas pu le faire avant Chatzot, rien ne nous empêche de le faire après Chatzot aussi. Et tout ça, c'est une question uniquement d'organisation et de décider sur quoi on veut mettre l'accent pendant Pessah. Maintenant, je répète, au cas qu'on n'oublie pas, parce que les gens ne font pas attention à ça des fois, quand on fait la bracha sur Achilat Matzah, d'accord? La première bracha quand on va manger la matzah, il faut avoir la kavana, donc la pensée d'acquitter le tsafoun.
Parce qu'il y en a qui veulent dire que le ikar de l'essentiel de la mitzvah, de manger la matzah, c'est le tsafoun, c'est celui vraiment le afikoman qu'on va manger. Donc ne pas oublier de penser à ce moment-là, quand on fait la bracha, la chilat matzah, que je vais manger la matzah, de penser que je veux acquitter aussi la mitzvah du tsafoun. Je rajouterais même de garder un petit espace dans l'estomac pour l'afikoman, de façon à ne pas arriver et manger ça quand on est gavé, car à ce moment-là, on ne fait pas la mitzvah de manger l'afikoman. Absolument. Question, qu'en est-il par rapport au maquillage et au déodorant? Je pose la question précisément, une femme peut-elle se maquiller à Pessah avec du maquillage non caché à Pessah? Rouge à lèvres, mascara, etc. Et peut-on utiliser du déodorant à Pessah? Alors, bon entendu, si c'est une ashkénaze, il faudrait mieux qu'elle soit mahmira, qu'elle s'abstient d'utiliser du maquillage pendant Pessah. Si c'est un sfarad, et que je répète, on va d'après Maran, pas d'après le Ben Ishraï, pas d'après les autres commentaires, puisque le parfum est non consommable par un chien, donc on a le droit de l'utiliser pendant Pessah. La fardée aussi, on a le droit d'utiliser pendant Pessah. Le rouge à lèvres, c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est en contact avec la langue. Alors c'est vrai que le chien ne peut pas le manger, mais à partir du moment où nous, ça ne nous dérange pas, avec notre langue, de le toucher, quitte à avaler un petit peu les morceaux du rouge à lèvres, on lui donne une importance à ce rouge à lèvres-là, et donc par conséquent, le rouge à lèvres, il doit être essayé dès qu'il soit caché à l'épaisseur, vous éviterez pas mal de problèmes. Le reste, si vous voulez être Mekel, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser le déodorant, mascara, tout ce qui est autour du corps, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mes chers amis, je vous invite encore à poser vos questions ici sur ce live, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Posez vos questions, Laura est là pour vous répondre. On est là pour traiter vraiment toutes questions diverses au sujet de Pessah. On continue donc tout de suite avec Benny Ganem. Est-il vrai que la nuit du Seder est une nuit spéciale très propice, dans laquelle il est recommandé de faire toutes sortes de tfilotes? Cette nuit de Pessah s'appelle l'El Shimurim. C'est la nuit de la protection. C'est-à-dire que quelle protection on a besoin en vérité? Bon. Alors, vous savez que chaque fois avant de dormir, on fait Kriyat Shema à la mita, d'accord? Ce Kriyat Shema qu'on fait avant de dormir est là essentiellement pour nous protéger de différentes influences négatives et néfastes qu'il peut avoir. Pour différentes raisons, c'est pas le sujet d'en débattre. Par contre, la nuit du Leila Seder, on n'a pas besoin de faire Kriyat Shema à la mita. Pourquoi? Parce qu'on est automatiquement protégé. Donc ça veut dire, l'El Shimurim, c'est une nuit de protection. Par conséquent, puisque c'est une nuit de protection, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Rien ne nous empêche, bien entendu, de faire des bakashot, de faire des demandes personnelles. Je crois que ça sera un moment propice vraiment pour demander à Boré Olam, et essentiellement la bakasha la plus importante, pour dire à Akadosh Baruch Hu, stop, on est prêt à tout laisser tomber, rien qu'Amel le Mashiach. Amel le Mashiach, pour qu'on puisse vraiment s'asseoir à Yerushalayim avec un vrai Korban Pesach. Je crois que ça sera l'une des demandes les plus importantes à faire pendant cette nuit-là. On a encore plusieurs questions qui nous parviennent. Encore une fois sur la cachérisation, je voudrais juste peut-être proposer à nos amis qui nous écoutent en France ou en Route Laaretz. Alors vous savez, ici en Israël, on trouve pendant les jours qui précèdent Pessah des stands dans les rues qui permettent de cachériser nos ustensiles. Vous avez des grands chaudrons énormes avec du gaz qui chauffe donc l'eau bouillante et pour y plonger donc nos ustensiles. Ils ont aussi des chalumeaux très puissants pour y brûler et cachériser donc les différents ustensiles. Je vous invite, évidemment, en prenant contact et avec les autorisations nécessaires auprès des autorités, je vous invite à créer ce genre de stand à Paris ou ailleurs, puisqu'il y a énormément de demandes et ça faciliterait énormément la tâche pour nombre d'entre vous. Il faudrait voir si dans le cadre de la communauté, dans les synagogues, dans les cours des synagogues, absolument. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à Paris ou ailleurs, et c'est vrai que ce serait une formidable initiative, donc je vous invite à le faire. On salue tous les auditeurs là qui nous suivent, Van Cohen, Ilan Cohen, la famille Murciano, enfin on voit pas mal de monde, je les salue tous. On continue tout de suite les questions avec une question tout de suite que je retrouve, la voici. Qu'en est-il des jeûnes des premiers-nés? Rav, je voudrais savoir quoi faire ce vendredi quant aux jeûnes des premiers-nés. En effet, nous avons l'habitude dans notre famille de jeûner et de ne pas s'appuyer sur le sioum. Je voulais savoir s'il y avait un problème vis-à-vis de l'interdiction de ne pas accueillir Shabbat par un jeûne. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir un petit peu de quel jeûne on parle, parce que pas tout le monde ne le sait. Très bien. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pass over. Quand Baruch Hu est passé au-dessus des maisons, et il a fait une distinction entre les premiers-nés juifs et les premiers-nés non-juifs. Et par mémoire à ce mérite que nos premiers-nés se sont sanctifiés à ce moment-là,
alors à ce moment-là, on a l'habitude de jeûner. C'est comme si c'était un jour de jugement pour nous, car on était entre la vie et la mort, d'une certaine manière. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Par conséquent, on a ce minhag de jeûner la veille de Pessah. Maintenant, que ce soit la veille de Pessah ou que ce soit la veille de Shabbat, on est dans la même problématique. C'est-à-dire que même le jour de fête, on ne faut pas rentrer après à jeun et avoir passé la journée sans avoir mangé. Il ne faut pas rentrer dans le stress et des fois avoir des difficultés de manger. Mais néanmoins, puisque c'est un minhag et que vous avez pris ce minhag et ne pas vous acquitter avec une étude qui se fait à la synagogue, alors le problème ne se pose pas que ce soit Shabbat ou que ce soit Erev Yom Tov, il faut jeûner jusqu'à l'entrée de la fête, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, vous pouvez continuer votre minhag, ça ne pas l'annuler. Qu'en est-il des jeunes garçons, c'est-à-dire nos aînés Maintenant, si Baruch en Hashem dessous de Besha'at 20 Tova, ans. que Baruch Hu vous a donné le sroud d'avoir un premier-né, donc maintenant le père il prend la responsabilité de cet enfant, et c'est le père qui jeûne à la place de l'enfant, jusqu'à que l'enfant arrive à l'âge de 13 ans, et si le père n'est pas premier-né lui-même, il pourra dire, Baruch Shepeterani, béni le ciel qui m'a rendu patour de jeûner pour mon fils la veille de Pessah. Une question de Patricia Janine Benissi, une nouvelle question, et qu'on remercie d'ailleurs. Le mortier, qui chez nous se compose de dattes et de noix, mais au dernier moment, nous mélangeons avec du vin ou du jus de raisin. Comme c'est Shabbat cette année, y a-t-il un problème? Oui, il faudrait le faire ça avant Pessah, pour pas un problème de lâche. Lâche, ça veut dire de pouvoir consolider plusieurs aliments en même temps. Qui est donc un des 39 travaux interdits Shabbat. Si ça aurait été pendant Yom Tov, alors ça aurait été permis de le faire, mais comme ça tombe Shabbat, alors il faut préparer la charoset avant Shabbat, donc le vendredi après-midi. Alors on a une question de Alexis Fabry. Comment cachériser une poêle pour Pessah? Une poêle, c'est un peu plus compliqué, parce qu'une poêle, c'est quelque chose qui est utilisé presque sans huile, ou à quantité d'huile très minime. Et par conséquent, ça s'appelle un petit peu comme un four, et il faudrait faire un liboun. Et liboun, ça veut dire le faire passer au feu. Ça suffit pas de faire un gala dans de l'eau chaude, il faut faire passer au feu, et d'autant plus que des fois ça déborde, et qu'il y a des graisses très collées sur les bords de la poêle qui est pas évident à nettoyer, et en plus si c'est une poêle téflon, le téflon va s'abîmer à la chaleur, donc la meilleure solution, acheter une nouvelle poêle à 2 centimes, enfin à 2 €, vous pouvez trouver, spécialement pour Pessah, qu'utiliser une poêle, même qu'elle est de très bonne qualité, mais c'est dommage qu'on va devoir peut-être l'abîmer en la mettant au chalumeau. Une question de Mendy Levinabed, je vous invite juste à la reposer parce qu'elle n'est pas très claire. Par rapport aux poissons, je pense qu'il y a quelques fautes de frappe, on n'arrive pas trop à comprendre, donc je voudrais répondre à votre question, donc essayez de la reformuler. En attendant, une autre question. Bonjour Rav, peut-on cachériser un lave-vaisselle et un éplucheur Taref pour Pessah? De la même façon qu'on cachérise un four, on peut cachériser aussi un lave-vaisselle. Et un éplucheur, de la même façon, d'autant plus que l'éplucheur Taref, je ne comprends pas tellement la question parce qu'elle a été utilisée à froid. Donc essentiellement, si c'est utilisé à froid, la cachérisation se fait à froid. C'est-à-dire donc nettoyer l'éplucheur bien comme il faut avec une bonne brosse à dents pour tous les endroits et on peut le réutiliser pendant Pessah puisqu'on ne l'utilise pas à chaud. Par contre, pour le lave-vaisselle, ça sera la même cachérisation qu'on fait avec un four. C'est-à-dire donc nettoyage de tout le lave-vaisselle, essayez de faire une première vidange pour que l'évacuation, l'égout de la vaisselle, il ne reste plus rien là-bas. La faire fonctionner à vide avec un produit de nettoyage, la poudre de nettoyage, d'accord? Et le faire tourner tout un service, un cycle entier. Et à ce moment-là, ça deviendrait cachère, mais ne pas oublier, bien entendu, auparavant, de nettoyer toutes les premiers trucs en fer là, où on met les ustensiles, de bien de les nettoyer ça avant. Il n'y aura pas de problème. En tout cas, d'après Rav Ovadia, c'est cachérisable. Question Chol HaMoed. Shalom Rav, je voudrais savoir, s'il vous plaît, quels sont en bref les halachot de Chol HaMoed? Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit et dans quel cas? Très bien. Première chose, Chol HaMoed, ça s'appelle Chol et Moed. Donc c'est en vérité de semi-jour laïque et semi-jour de sainteté. Normalement, dans la Gemara, ça sous-entend qu'on aurait dû interdire pendant tout Chol HaMoed de travailler. Mais comme ce n'est pas faisable, donc il y a ce qu'on appelle un truc de win-win, 50-50. Par conséquent, nos Chachamim, premièrement, nous ont dit qu'il ne faut pas dénigrer Chol HaMoed. C'est-à-dire que les mêmes habits qu'on porte Shabbat, on doit les porter à Chol HaMoed. Je ne veux pas avoir de jeans, je ne veux pas avoir de t-shirt, je veux voir
à une personne habillée honorablement pour fêter Chol HaMoed. Si on a l'habitude de mettre un costume, eh bien qu'on le met pendant tout Chol HaMoed le costume. Si, il faut bien qu'on montre que pour nous c'est un jour de fête qui dure 7 jours. Ça premièrement. Deuxièmement, tout travaux qui est supplémentaire, évitez à le faire. Comme par exemple écrire. J'ai aucun intérêt à écrire. Ça n'a que c'est superflu d'écrire. Alors évitez d'écrire. Ah, quand je vais acheter, j'ai besoin de signer là, mon truc de visa, donc c'est obligatoire de le faire. Alors j'écris et je signe. Mais si j'ai des choses uniquement à écrire pour écrire, évitez de les faire pendant Chol HaMoed. Si je les écris uniquement parce que j'ai peur d'oublier, parce que si je vais oublier, ça me fait des problèmes par la suite. Donc ça s'appelle Davar Ha'aved, ça s'appelle quelque chose que je risque de perdre. À ce moment-là, j'aurai le droit d'écrire ces choses-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai pris l'exemple d'écriture, mais c'est l'exemple qui est général. Évitez, si possible, de travailler pendant Chol HaMoed, si ce n'est que vous avez des pertes financières importantes si vous ne travaillez pas pendant Chol HaMoed. Donc, évitez de travailler pendant Chol HaMoed. Et ce que vous avez besoin de travailler, faire le minimum obligatoire. Le minimum obligatoire. Ne pas oublier que c'est toujours un jour de fête, donc il faut s'abstenir et se limiter le minimum de travaux. À un moment donné même, on posait la question, on avait le droit de prendre des photos Chol HaMoed. Surtout quand on utilisait des pellicules, parce qu'on faisait une empreinte sur la pellicule. Donc on écrivait quelque chose. Aujourd'hui, écrire un ordinateur. Aujourd'hui, écrire avec un ordinateur. Mais comme envoyer un SMS. On envoyait un SMS. Mais comme ce sont des choses qui s'appellent pas vraiment écrire, alors, et que ça fait partie de tous les jours, si vous pouvez vous en abstenir, t'avoir les bracha, si c'est nécessaire, et c'est important parce que c'est devenu maintenant une saison de coutume, n'essayez pas d'exagérer dans l'utilisation des SMS pendant Chol HaMoed. Mais ce n'est pas interdit. Alors, on a une question de Mandy Lévin-Abbé qui l'a donc reformulée. Qu'en est-il en fait de la nourriture des poissons et des hamsters? Parce que c'est souvent fait à base de blé, de farine. Bon, la nourriture des hamsters, des fois, des hamsters, c'est du blé mamache. C'est vraiment du blé. Et donc, par conséquent, il faudrait essayer de se débrouiller à trouver de la nourriture cachère pour le blé. Maintenant, pour les poissons, habituellement, si je ne me trompe pas, c'est des vers pourris. Des vers qui ont été lyophilisés, qui ont été séchés. Et donc, par conséquent, théoriquement, et en plus c'est immangeable, les chiens ne peuvent pas manger ça, alors, bon, à la rigueur, ça devrait être permis d'utiliser ça pendant Pessah pour les poissons. Mais pour les hamsters, comme j'ai déjà vu la nourriture d'hamster et j'ai vu des grains de blé entiers dans la nourriture d'hamster, alors il vaudrait mieux acheter une nourriture cachère ou faire par soi-même, lui donner des épluchures de légumes pendant ces 7 jours jusqu'à après Pessah. Qu'en est-il, Rav, des médicaments qui seraient autorisés pendant Pessah? S'ils sont autorisés, vous voulez la question? Enfin, quels sont les médicaments autorisés? Y a-t-il des médicaments autorisés? Bien entendu, il y a toujours une liste de médicaments qui nous disent qu'ils sont à composant Hametz, à composant non Hametz. Néanmoins, l'idée générale est la suivante. Comme le médicament, on l'avale, d'accord? Et on ne le mâche pas, on ne le goûte pas, et qu'il est immangeable, et que c'est un médicament qu'on a besoin de prendre, et je ne parle pas de danger de mort, parce que danger de mort, bien entendu, c'est normal qu'on prend sans poser de questions. Mais je prends qu'on a un mot de tête ou des trucs de ce genre. Alors quand c'est un médicament qu'on avale, Rav Ovadia, il permet de pouvoir prendre ce médicament-là pendant Pessah, et si on l'a dans le cachère, bien entendu, c'est préférable de le prendre dans le cachère. Si par contre c'est un médicament qui a un goût, qui a un sirop, qui a une pastille, alors là il faut qu'il soit cachère, les Pessah, puisqu'on goûte, et on a un plaisir de goûter, alors là il faut qu'il soit cachère, les Pessah. Même si ces aliments-là pour les poissons sont vraiment constitués de chametz, si on le sait, alors, à partir du moment où les chiens ne peuvent pas consommer ça, donc de ce que j'ai pu voir, maintenant c'est bien de faire l'expérience, de mettre ça devant un chien et de voir qu'est-ce qu'il va en dire. Est-ce que ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Mais si le chien il le consomme, s'il est capable de le manger, donc effectivement il sera bien d'avoir aussi même la nourriture de poisson cachée à l'épaisseur. Mais si le chien ne le mange pas, donc à ce moment-là il ne devra pas avoir de problème. D'accord. Une question, Boker Tov, enfin Erev Tov, j'ai vu dans le Yalkut Yosef une contradiction concernant les matzot shmurot. En effet, il est écrit que l'on doit utiliser pour le premier soir du Seder des matzot shmurot, mais plus loin il est écrit que l'on s'acquitte a posteriori de la matzah mitzvah par la consommation de la matzah fabriquée à la machine. De la matzah shmura, en fait, je voulais dire, par la consommation de la matzah fabriquée à la machine. D'après le ton général de ce chapitre consacré à la matzah, il me semble que la matzah shmura demeure une obligation, pour le premier soir du mois, mais dans le dernier paragraphe, le Rav Yitzhak Yosef laisse penser à une simple recommandation. Qu'en est-il? On va peut-être essayer de définir quoi matzah shmura, et quelle est la matzah shmura main, faite à la main, et faite à la machine. Comment dire d'abord le mot matzah shmura? Shmura, ça veut dire garder. Maintenant, il y a deux types de niveaux de
matzah gardé. Il y en a que c'est du blé qui est gardé depuis le moisson. On a moissonné déjà avant que les pluies elles viennent, on moissonne, on prend du blé et on le garde pour l'année suivante. Donc c'est du blé qui a été gardé pendant toute la période et que bien entendu, depuis le moment où on a commencé à faire la pâte jusqu'au moment où la galette elle est faite, c'est du blé c'est un travail qui a été gardé. Ça s'appelle un matzah shmura idéal. D'accord? Maintenant, il y a un autre type de garder, c'est garder à partir de la fabrication ou à partir du fait que ça a été moulu. C'est pas garder du moment où ça a été moissonné. Ça, c'est un deuxième niveau de garder. Alors, habituellement, si vous avez ce qu'on appelle matzah shmura de façon générale, et il y a marqué shmura de façon générale, ça devrait dire qu'elle est gardée depuis qu'on a moissonné le blé. S'il n'y a pas marqué shmura de façon générale, ça veut dire qu'elle a été gardée depuis le moment où on a moulu le blé. On a moulu le blé. Donc, ça, c'est le cas pour expliquer aux gens. Qu'est-ce que c'est la différence de niveau déjà qu'on a dans la définition de shmura qui parle le Rav Yaakov Yosef. Alors juste pardon, pour définir, pour que les gens comprennent un petit peu, la matzah shmura, on a l'habitude d'en trouver en France, c'est des matzot qui viennent d'Israël très souvent, et en France, on a l'habitude, sans forcément faire de publicité ou quoi, mais les matzot qui seraient pas shmurot, c'est plus les marques Bienfaisant, Drozinski, Yehuda, etc., etc. Très bien. Maintenant, il y a deux types aussi dans la fabrication de la matzah. Il y en a la matzah qui se fait à la main, et il y a la matzah qui se fait à la machine. Alors, le problème, il est comme ça. C'est que le soir, il faut qu'on mange une matzah, l'Echem mitzvat matzah. C'est-à-dire que c'est une matzah qui a été faite pour le Leil HaSeder. Spécifiquement pour être Mekayem, la mitzvah de cette nuit-là du 14. Alors maintenant, il y a une grande discussion dans les commentaires. Est-ce que le fait que je dis, avant d'appuyer sur le bouton de la machine, l'Echem mitzvah matzah, et la machine marche d'elle-même, est-ce que c'est suffisant? Ou qu'il faut que depuis le début jusqu'à la fin, je puisse dire l'Echem matzat mitzvah. Donc les matzot qui sont faits à la main, donc c'est le top du top. Pourquoi? Parce que, et en même temps, on a fait attention de prendre de la farine qui a été, du blé qui a été coupé et gardé depuis qu'on l'a moissonné. Et en même temps, tout le moment où on a pâtissé, on a préparé la pâte, on a dit le Shem Matzat Mitzvah. Donc on a accompagné jusqu'au dernier moment le Shem Matzat Mitzvah. Les matzot qui sont faits en machine, avant d'appuyer sur le bouton, on a dit le Shem Matzat Mitzvah. Il y en a qui permettent, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pour ça que le Yaakov Yosef a dit, au départ, il vaudrait mieux, si c'est possible, d'utiliser de la matzah shmura depuis le moisson. Sinon, on peut utiliser de la matzah qui est depuis qu'on a moulu la farine, qu'on a fait attention qu'il n'y ait pas de contact d'eau. C'est un niveau de deuxième degré. Et comme aussi je dis, c'est mieux de préférence peut-être à la main que à la machine. Bien qu'il y en a qui vous diront qu'à la machine on peut plus faire attention, qu'il n'y ait pas de mélange qui a pu se faire qu'à la main. Bon, ça c'est déjà une autre discussion. D'accord. On a une question de Boutark Géru, on salue. Si ma belle famille consomme du riz et moi non, dois-je faire un tarat nedarim pour en consommer? La farine, la raison de faire une atarat nedarim, il faut qu'il y ait une raison. C'est pas uniquement parce que vous voulez manger, c'est votre belle famille, hein, le psoki. Parce que, sauf si vous êtes marocain, donc vous avez ce minak algérien, marocain. Je sais pas si les Algériens, ils mangent le riz ou mangent pas le riz. Non, ils mangent pas le riz. Donc c'est un minak que vous avez. Et comme j'ai dit au préalable, d'après la vision, on va dire, de Rav Ovadia, c'est bien que le jour de votre mariage, vous faites atarat nedarim de tous vos coutumes, comme j'ai dit au départ, et que vous décidez par la suite quoi prendre. Alors, mais tant que vous n'avez pas fait cet atarat nedarim d'aller d'après Maran, alors à ce moment-là, il vaudrait mieux continuer à garder vos minagim, et quand vous arrivez chez vos beaux-parents, que votre belle-mère vous fasse un plat spécialement pour vous, et vous pouvez utiliser les ustensiles qu'il y a là-bas, il n'y a pas de problème, les mêmes marmites, il n'y a pas de problème. La seule chose, ne consommez pas ce qui est kitniot ou ce qui est le riz, jusqu'à que vous faites une vraie atarat nedarim, pas une atarat nedarim parce que vous êtes intéressé maintenant de manger chez votre belle-mère, mais parce que vous avez décidé d'aller d'après le Shulchan Aruch. Que ce soit une atarat nedarim avec un sens. Pas rien que parce que j'ai un petit intérêt personnel du moment que j'ai envie de manger le riz avec un cas. Mais si c'est vraiment un mode de vie que vous décidez de changer, et donc commencer à prendre d'abord la halacha comme le Shulchan Aruch, et après rajouter Beli Neder des chumrot, des interdits, alors effectivement faites atarat nedarim. On a une question piège, Rav Peretz. Le quinoa, est-ce que le quinoa est caché à l'épaisseur? Le problème, c'est que je ne sais pas si le quinoa fait partie des 5 céréales ou pas. Ici, il ne fait pas partie des 5 céréales, donc il est caché à l'épaisseur. Voilà, vous avez la réponse. Des graines de lin et de chia, cachèrent les Pessar. Donc c'est pas des 5 céréales. Voilà, bonjour Rav, est-il permis de manger à Pessar des graines de lin et des graines de chia? A priori, si ça ne fait pas partie des 5 céréales, je ne vois pas de problème. Question
Polémique. Qu'en est-il des papouchados? Oh, 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 oh. Ça, c'est la question qui revient tous les ans depuis environ 30 ans. Alors, je vais expliquer le problème du papouchado. Pour les Ashkenazim, papouchado interdit, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger ce qu'on appelle la matzah ashira. Matzah ashira veut dire de la matzah, au lieu d'être fait à l'eau, il est fait au jus de fruits ou au vin. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Déjà, un Ashkenaz, il ne peut pas en manger. Si on parle maintenant d'un Sfarad, la problématique qu'il y a sur le papouchado, c'est qu'ils mettent un certain afkatafia, on dit la poudre de levure, d'accord? Pas de levure, de levain, si je ne me trompe pas. Hein. La levure chimique, c'est ça? C'est un genre de levure chimique. Maintenant, le problème, c'est que la levure chimique, elle n'a aucun problème. Mais, qu'est-ce qu'elle fait, la levure chimique? Elle fait gonfler la pâte. Gonfler, ça veut dire qu'elle envoie comme du gaz dans la pâte pour le gonfler. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise du jus d'orange ou du vin, si on rajoute de l'eau dans le jus de raisin ou le vin ou le jus de fruits, on rajoute de l'eau après que le vin a été fait, donc quand il est déjà fini, alors n'importe quelle goutte d'eau fermentera le chametz immédiatement. Et non pas de 18 minutes. Pas les 18 minutes habituelles qu'on connaît. Maintenant, quel est le problème? C'est que si vous prenez la molécule de cette fameuse NH, AH, etc., quand elle se décompose, il y a H2O qui se crée. Et comme il y a H2O qui se crée, ça sous-entend qu'il y a de l'eau qui s'est formée pendant que cette levure chimique-là, elle a commencé à faire gonfler la pâte. Donc de l'eau mélangée avec du vin. Donc c'est permis ou interdit? Maintenant, il faut bien être clair. Rav Ovadia avait donné la permission de prendre des papouchados. Le Rav Avraham Yosef, son fils, continue, à ma connaissance, d'être responsable des papouchados. Donc il y en a qui permettent de manger des papouchados. Mais comprenez, d'où est la polémique? Parce que Rav Mordechai Eliyahu, par exemple, il disait que les papouchados, c'est karet. À cause de quoi, justement? À cause de cette décomposition qui se fait avec la farine, du H2O qui rentre maintenant dans la farine, plus le vin et le jus de fruits, et qui fait qu'a priori, on n'a pas les 18 minutes. Alors, la grande discussion, elle est justement, est-ce que le fait de gonfler la pâte à l'air, est-ce que ça passe par une fermentation ou pas une fermentation? Je laisse aux grands de se débattre là-dessus. En tout cas, je vous dis que Rav Ovadia, il permettait, et Rav Mordechai Eliyahu, il interdisait. Intéressant. À vous de faire ce que vous voulez. Dans le même esprit, on connaît cette fameuse matzah, la bienfaisante. Alors attention, je vous arrête tout de suite. On va pas faire de polémique. On va pas faire d'histoire, mais je suis obligé de poser la question qui nous a été posée. Shalom Rav, peut-on manger de la matzah bienfaisante? Voilà 60 ans que je la mange, et aujourd'hui on me dit qu'elle n'est pas cachère. Surtout que j'ai l'habitude de la mettre dans le msouki, ou bien dans le hormo. Bon, malheureusement, c'est une réponse d'Israël, on ne peut pas donner, parce qu'il faudrait aller faire une inspection dans l'industrie qui fait la bienfaisante. D'accord? Maintenant, s'il y a un Hersher, il y a un rabbinat qui prend une responsabilité sur la bienfaisante. Donc ça veut dire que le rabbinat de Paris, a priori. Le Badi de Paris. Et le Badi de Paris, il est sérieux. Donc je ne vois pas pourquoi je mettrai mon point de vue là-dessus. C'est vrai qu'il y a une très très grande polémique là-dessus. Mais je laisse au Badi de Paris de prendre ses décisions à ce niveau-là. Mon fils, question de Priska Leroy. Mon fils de 8 mois doit consommer du chametz pour prendre du poids. Dois-je continuer ou arrêter? Si c'est une question de santé importante pour votre fils et que c'est pas du vrai chametz, c'est comme il y avait des fois dans le Méterna, il y avait un ingrédient qui était à base de chametz. Alors dans le lait en poudre pour enfants. Pour le lait en poudre pour enfants. Alors justement, on peut être méquel quand c'est vraiment une question importante pour l'enfant et que c'est une question de danger de vie pour l'enfant. Mais si c'est uniquement qu'on veut qu'il grossisse, alors essayez de remplacer ça par du cornflour. Ça sera beaucoup plus profitable. D'accord? Très bien. On va poser donc les dernières questions. Doit-on changer les nappes à Pessah? Question de Benjamin Nabé. Uniquement les mettre à la machine à laver et les faire sortir. Ça suffira. Maintenant, vous voulez une ambiance de Pessah, alors que votre femme, elle veut acheter une nouvelle nappe, faites-lui le kavod, faites-lui plaisir. Ça ne lui fera pas de mal. Alors, question de Moshe. On va poser, question de Yaïr. Peut-on passer les khatrila donc a priori, devant une boulangerie, avec une bonne odeur de pain, ou bien il est mieux de changer de trottoir? Vous pouvez ne pas changer de trottoir, la seule chose, n'essayez pas de renifler le bon croissant pendant Pessah, passez sans essayer de ne pas profiter, en essayant de ne pas profiter de cette bonne odeur
qu'il y a pendant Pessah. D'accord? Alors on a Jean-Marc Amoussuzan qui précise que les Algérois mangent du riz. Oh. En tout cas, moi je peux lui confirmer que les Constantinois ne mangent pas de riz. Donc on Les a... Constantinois, ils sont proches de la Tunisie. Ouais. Et Mais- les Tunisiens, ils mangent le riz à Pessah. Mais ne dites jamais à un Constantinois qu'il est tunisien. Ah, c'est Ensuite, on a une question de Gisèle. Bonjour Rav. Un Rav a autorisé le contraceptif pendant 6 mois. M'a autorisé le contraceptif pendant 6 mois. Il contient donc de l'amidon, mais il n'a pas l'air d'être tamponné cachère les Pessars. Est-ce que je peux le prendre pendant Pessar? Sinon, comment faire? Vous pouvez le prendre pendant Pessah parce que arrêter, changer de pilule, ça va vous faire un grand balagan. Comme je reviens à l'idée première qui est terminée en droit, on va dire, comme la pilule, on l'avale, on ne la suce pas, on l'avale, donc il y a pas, et que c'est pas mangeable par un chien, et on fait que l'avaler, donc vous avez le droit de continuer avec cette même pilule et ne pas changer de pilule parce que ça va vous poser de gros problèmes après chez vous. Donc on peut être plus souple au niveau pour les médicaments? Pour le petit médicament, on peut être plus souple. Maintenant, Alors, c'est sûr, pourquoi il y a je une liste, répète, alors pourquoi il y a une liste? parce que les khatri là, quand je suis avant de prendre un médicament, d'accord, j'ai le choix entre le cachet et le pas cachet, pourquoi je vais prendre celui qui est avec du Hametz? Il n'y a pas de raison, d'accord, si je peux avoir ça dans la liste. Mais comme on parle de pilule, et que c'est un traitement hormonal, et que des fois le corps doit s'habituer à ce traitement hormonal-là, alors si vous allez changer de pilule, ça va faire un vrai balagan chez la femme, et à savoir combien de saignements ça risque de lui causer. Donc les conséquences peuvent être beaucoup plus pires, qu'il vaudrait mieux à ce moment-là se baser sur cette permission, puisqu'elle a commencé avec cette même pilule avant, et que c'est dangereux, pas dangereux, c'est embêtant de changer. Il y a des médicaments qui ont un très bon goût, par exemple des médicaments pour enfants au goût de fraise, le Doliprane Tous fraise ceux par que j'ai exemple. dit, tous ceux qui ont Sinon, un goût, ouais. ça, ils doivent être cachés les Pessah, à moins que l'enfant étant, bien entendu, très malade. Le médecin, il dit, c'est très important pour lui, sinon, chaz v'shalom, chaz v'chalila, Dieu nous en préserve, mais j'espère qu'on n'est pas dans cette situation-là. Gvodarav, ai-je le droit de prendre un dentifrice sans Hercher, donc sans tampon, sans surveillance rabbinique pour Pessar? Théoriquement, je te voudrais que oui. Il n'y a pas de problème puisque c'est immangeable par un chien. Mais puisqu'on le met dans la bouche et qu'aujourd'hui les dentifrices ont du goût, la menthe, et le goût de fraise et tout ça, et donc par conséquent on a un plaisir d'avoir ces goûts-là, alors lui, effectivement, je vous conseille d'utiliser un dentifrice cachère de Pessah ou tout simplement pas de dentifrice. Vous savez, les dentifrices, ce n'est pas forcément les éléments idéaux pour nettoyer nos dents. Des fois, c'est même de l'eau et du sel. C'est beaucoup plus profitable qu'un vrai dentifrice. Parce que, malheureusement, les dentifrices aujourd'hui, ils ont un goût. Et quand ils ont un goût, donc ce goût-là, il peut être hametz, même si le chien ne le mange pas, mais nous, on le mange. Enfin, nous, on a un plaisir. Donc, nous, on lui donne une valeur. Et là, ça devient problématique pour le Pessah. Peut-être la dernière question de ce soir, Jean-Marc Ramous Usan. Bonsoir. Quand on fait l'abdikat Hametz, on doit prendre un fruit nouveau. À quel moment dois-je faire la bracha de Shechianu? Maintenant, le Rav Mazouz d'ailleurs il en a parlé la semaine dernière sur ce sujet-là, et il propose la chose suivante, c'est on prend un fruit nouveau, on fait la bracha de l'abdikat Hametz, on commence l'abdikat Hametz, donc pour que la bracha qu'on a fait sur l'abdikat Hametz, les va'er, le bio Hametz, elle soit réalisable, donc on commence l'abdikat, on fait une petite pause, on fait Shechianu sur le fruit, on mange un morceau du fruit, et on continue à faire l'abdikat Hametz. Rav Peretz, merci infiniment. Je vous en prie, merci beaucoup aussi pour tout ça. En tout cas, mes chers amis, je vous invite à préparer vos questions d'ores et déjà, à nous les envoyer sur les différents supports et formulaires et mails que vous connaissez sur TorahBox, puisque la semaine prochaine encore, on se retrouvera ici, nous en direct de Jérusalem, et vous un petit peu partout à travers le monde, à 17h heure française, pour répondre à vos questions sur Pessah. Il y a encore énormément de sujets qui n'ont pas encore été abordés. Préparez vos questions, soyez nombreux, soyez au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt et commencez d'ores et déjà à préparer votre Pessah pour passer un excellent Pessah kasher Vesameach. À très bientôt, Shavua Tov, une très bonne semaine à tous. Maintenant, pour terminer, Pessah kasher, c'est la seule fête qu'on dit Pessah kasher, d'accord? Comment ça se fait qu'on ajoute le mot kasher? Parce que c'est vrai, il faut qu'il soit kasher. Mais si on remarque bien, le mot Pessah kasher, c'est à toutes les fêtes juives. P, c'est déjà Pessah. Samer, c'est déjà Sukkot. Tret, c'est déjà les 8 jours de Hanouka. Après, on a Kaf, c'est Kippour. Après, on a Shin, c'est Shavuot. Et Resh, c'est Rosh Hashanah. On a Baruch Hashem, toutes les fêtes dans Pessah kasher, qui exprime ça. Quelqu'un me l'a montré. Un élève l'a montré il n'y a pas longtemps. Donc, je vous en fais part aussi. Baruch Hashem, dans Pessah kasher, on a toutes les fêtes en même temps. Donc, un Pessah kasher et sa mère. Et surtout, rappelons-nous ce qu'on a dit au départ. Dans la Simcha, si c'est pas dans la Simcha, ça vaut pas la peine tout cet effort.
dans la Simcha et qu'on soit zoché de voir le Mashiach Tzidkenu cette année et que vous n'avez plus besoin de poser des questions, que vous venez ici faire le Korban Pessah à Yerushalayim avec le temple reconstruit. Merci Amen. Et à la semaine prochaine. À très vite.